Même quand tout tourne mal, dans ce monde une chose brille. C'est ce tout petit miracle qu'on appelle la famille. C'est ta structure essentielle, celle où tu arrives au monde, ou comme un cadeau du ciel, le premier amour t'inonde. C'est elle qui te structure, c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te rassure, c'est elle qui te construit. Et puis, au fil du temps, c'est une ronde d'amour où chaque génération donne et reçoit en retour. Chaque jour, chaque parent donne le meilleur de lui-même et reçoit de son enfant un regard ou un je t'aime. De même, chaque grand-parent transmet ses plus belles valeurs à son petit enfant qui illumine son cœur. Tous les frères et les sœurs, les cousins et les cousines s'entraident avec bonheur quand une chose les mine. D'ailleurs, quand tout vacille, qui peut dire quelque part que l'amour de la famille n'est pas son dernier rempart? L'UNAF, parce que nous sommes la force de ces familles. C'est pour elles qu'on se donne quand le monde part en vrille. Jamais on abandonne afin que leur regard brille, afin que la joie rayonne tout au fond de leurs pupilles. L'UNAF, parce que nous sommes la force de ces familles. C'est pour elles qu'on se donne quand le monde part en vrille. Jamais on abandonne, donc dites-le à la ronde. L'UNAF tient les familles tiennent le monde. Peu à peu tout cet amour se propage dans le décor. En touchant ce qui l'entoure, il change le plomb en or. Alors il donne des ailes aux voisins et aux quartiers, à la ville, à la région et au pays tout entier. Bien vite, il touche ainsi toutes les institutions, entreprises et mairies, structures, associations. Et ainsi de jour en jour, toute la société brille, illuminée par l'amour, insufflé par ces familles qui sont les bénévoles des milliers d'associations qui se battent quand les écoles sont menacées de pression, qui fait tourner patiemment les boutiques et les ménages, qui siègent dans tous les centres communaux de nos villages, qui visitent les malades, qui organisent les fêtes, qui se démènent pour les crèches et les maisons de retraite. Et même le droit français a bien compris leurs valeurs, puisqu'ils font de sa pensée sur elle dès sa première heure. L'UNAF, parce que nous sommes la force de ces familles. C'est pour elles qu'on se donne quand le monde part en vrille. Jamais on abandonne afin que leur regard brille, afin que la joie rayonne tout au fond de leurs pupilles. L'UNAF, parce que nous sommes la force de ces familles. C'est pour elles qu'on se donne quand le monde part en vrille. Jamais on abandonne, donc dites-le à la ronde. L'UNAF tient les familles tiennent le monde. Alors, parce qu'en pratique c'est parfois plus compliqué, parce que certaines familles sont à deux doigts de craquer, parce que certains pères et mères ressentent parfois la peur de ne pas bien savoir faire, ne pas être à la hauteur. L'UNAF est là pour être cette flamme qui s'allume, ce soleil qui vient paraître et qui déchire la brume. Aux papas et aux mamans débordés face à leur rôle, venez souffler un moment et reprendre le contrôle. Ici, on vous propose un café et un sourire, un temps de calme et de pause afin de mieux repartir. On ose tous les sujets, surtout ceux qui mettent à cran, comme la gestion du budget, du temps et les écrans. L'UNAF se tient parfois à vos côtés sur la route pour représenter vos voix face aux lois qui vous déroutent, pour peser de tout son poids sur les politiques actuelles et pour défendre vos droits les plus inconditionnels. L'UNAF, parce que nous sommes la force de vos familles. C'est pour vous que l'on se donne quand le monde part en vrille. Jamais on abandonne afin que vos regards brillent, afin que la joie rayonne tout au fond de vos pupilles. L'UNAF, parce que nous sommes la force de vos familles. C'est pour vous que l'on se donne quand le monde part en vrille. Jamais on abandonne, donc dites-le à la ronde. L'UNAF tient les familles parce que vous êtes le monde. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour la restitution de la dernière étude de notre Observatoire des familles intitulée « Sens, force, inspiration et besoins des parents vosgiens ». Cette année 2025 marque un moment particulier pour notre réseau UNAF, URAF, UDAF. 80 ans d'engagement et d'innovation au service des familles. Créé en 1945, la même année que la Sécurité sociale, l'UNAF et les UDAF ont été fondés pour porter la voix des familles auprès des pouvoirs publics et proposer des services d'intérêt familial. Depuis, notre réseau n'a cessé d'évoluer, d'innover et de défendre des avancées majeures, telles que la reconnaissance des droits des familles monoparentales, des aidants familiaux et de la place des pères. Le développement du soutien aux aidants, qu'ils soient familiaux, parentaux ou en charge d'un proche en situation de handicap. Un accompagnement des familles face aux défis économiques et sociaux à travers l'accès aux droits, la prévention du surendettement et les points conseil budget. Un engagement pour la parentalité et l'éducation, en travaillant sur la conciliation
entre vie familiale et professionnelle, la parentalité numérique et les enjeux éducatifs liés aux écrans. Aujourd'hui encore, notre mission reste la même, comprendre les familles pour mieux agir à leur côté. C'est précisément l'objectif de cette étude qui nous réunit aujourd'hui, explorer et mieux comprendre les dynamiques de la parentalité vosgienne à travers plusieurs thématiques clés. La parentalité, un engagement fort face à de nombreux défis. Les contraintes du quotidien, concilier vie familiale et professionnelle. Les préoccupations financières et leurs impacts sur les familles. Les repères éducatifs et les influences qui guident les parents. Les attentes des parents en matière de soutien et d'accompagnement. L'impact du numérique et des écrans sur la parentalité. Les valeurs et les priorités des familles dans l'éducation des enfants. Afin de donner toute sa portée à cette étude et enrichir notre réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Marchal, à mes côtés, professeur de sociologie à l'Université de Bourgogne et chercheur au laboratoire interdisciplinaire de recherche des sociétés. Il est également directeur de la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Bienvenue Hervé. Son expertise nous apportera un éclairage précieux sur les dynamiques observées, nous aidant ainsi à mieux cerner les enjeux et à orienter nos réflexions vers des réponses adaptées aux réalités des familles vosgiennes. L'Observatoire des familles est un outil précieux, non seulement pour notre réseau, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la parentalité et des politiques publiques. Il nous permet d'agir avec justesse et pertinence en nous appuyant sur des données objectives et des analyses approfondies. Cette année anniversaire est également une occasion unique de mettre en avant tous les bénévoles et les nombreux professionnels aussi qui chaque jour œuvrent au sein de notre réseau et des associations familiales pour accompagner et soutenir les familles. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et pour votre engagement à nos côtés. Je laisse maintenant la parole à Hervé Marchal qui va nous dévoiler les principaux enseignements de cette enquête. Bonne restitution à toutes et à tous. Merci. Bien, merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion d'avoir travaillé sur cette enquête nationale qui a un versant départemental. On va le voir ensemble. Et je rebondirai sur plusieurs... je connaissais pas le film et sur quelques mots que j'ai entendus et je rebondirai parce qu'on touchera à des questions qui, en tout cas, pas qui me semblent seulement à moi, mais qui sont extrêmement importantes au niveau de ce que c'est la famille aujourd'hui et qui touchent certainement à tout ce que l'on vit. Alors effectivement, moi je suis sociologue, mais on verra qu'on ira certainement du côté, enfin peu importe les disciplines, mais quand on parle de la famille, c'est pluridisciplinaire. Il y a aussi de la psychosociologie, de l'anthropologie, mais peu importe ici. Alors de quoi il s'agit ici? Donc c'est une enquête nationale qui a été réalisée quantitative, qui a été réalisée sur un certain panel de personnes, à partir de variables. Et ces variables, je vous l'ai dit, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais c'est quand même important de commencer par le début. Il y a le sexe. Donc on sait si ce sont des parents hétérosexuels ou pas. Il y a l'âge. Donc on sait, on verra que dans les Vosges, ce sont des parents qui sont âgés en moyenne de 42 ans. Il y a le niveau de revenu, la PCS ou la CSP, comme vous voulez, la catégorie socio-professionnelle. Bien évidemment, on connaît les départements, c'est pour ça qu'il y a eu des boosts opérés sur les départements. Les boosts, en un terme technique, c'est une focale, tout simplement un focus sur un département. Et puis le nombre d'enfants au foyer. Alors, ici, c'est une conférence grand public, on pourrait discuter de la méthodologie, je ne le ferai pas du tout, parce que voilà, il y a des variables qui ont été retenues, qui dressent de grandes tendances. Ce sont des tendances, c'est pas la réalité en tant que telle, sont des grandes tendances. Moi, je suis habitué à faire des recherches comme cela. Souvent, on les complète par du qualitatif, mais on ne peut pas tout faire dans la vie, et c'est déjà très très bien de faire cela. Simplement, ce que j'aimerais vous dire, pour commencer, et on verra que ça a des incidences, c'est que c'est du déclaratif.
Donc il faut bien comprendre, hein, on répond au téléphone, on a quelqu'un qui nous pose des questions et on déclare certaines choses. Et au début du questionnaire, donc le premier volet de cette recherche, on verra que tout est merveilleux. On est fier, on est heureux en famille, etc. Et au fur et à mesure du questionnaire où les questions se précisent, à cet égard, le questionnaire est très très bien fait, eh bien, on verra que c'est beaucoup plus complexe. Et on finit par de profondes ambivalences. Et ces ambivalences travaillent la famille et finalement les chiffres, je regarde Armel Perny, hein, mais les chiffres de la fin du questionnaire viennent contredire quasiment sur certains points les chiffres du début. Et ça, on va essayer de le comprendre ensemble, parce que ça, c'est extrêmement important. Il y a trois grands volets. Je vais donc bien sûr commencer par le premier et on va discuter après chaque volet. On a pensé cela de cette façon avec Armel. Voilà, alors je sais que c'est pas évident, hein. Moi j'ai le micro, mais il y a des micros et vous n'hésiterez pas à me questionner. Et puis j'ai un défaut, une qualité, mais moi je suis un peu taquin, donc je vous taquinerai pour venir vous chercher. Le premier volet, c'est alors je reviens effectivement sur les Vosges, hein, pardon, excusez-moi, j'avais tellement envie de venir au premier volet, mais le premier volet, c'est donc on a 102 parents vosgiens, hein, qui ont été interrogés en plus de ce qui a été fait. Donc ça, c'est le focus sur les Vosges. Méthode décotage, n'y revient pas, et questionnaire en ligne auto-administré. Donc le premier volet, vous disais-je, rôle et inspiration des parents. C'est intéressant le terme inspiration, hein. Il y a ce qui nous inspire, on verra aussi, il y a des aspirations. Alors vous allez dire, lui avec ses lunettes rouges, il va nous sortir des mots très... Non, il y a ce qui nous inspire, mais il y a des aspirations qui nous portent vers le futur. Et ça, j'y reviendrai, parce que les aspirations, il faut les comprendre, et elles se dessinent au sein de la famille. Alors, entre idéal, imaginé et réalité vécue. Effectivement, vous disais-je au début du questionnaire... La famille, on en est fier. Alors, je vais quand même vous citer quelques chiffres, parce que c'est une enquête quantitative. Beaucoup de plaisir à être parent, de fierté, de bonheur. Cela est confirmé par plus de 94% des parents vosgiens. Ils sont d'accord ou tout à fait d'accord avec cela. Ce qui est pas mal, hein. Ça rejoint le niveau national. Mais à nouveau, on verra ensuite les ambivalences. En fait... Qu'est-ce que ça nous montre, le début de ce questionnaire? Ça nous montre qu'il n'y a pas de crise de la famille. La famille, elle est encore quoi? Eh bien, elle est encore un cadre de référence fondamental. Je dis encore parce qu'on a cru dans les années 80-90 un peu à sa disparition, puis après avec le numérique, etc. Et on voit que pas du tout. La famille, elle est extrêmement importante depuis très longtemps et elle n'a peut-être jamais été aussi importante. Et notamment dans un monde qui part en vrille. C'est la chanson, moi je connaissais pas les paroles, hein. La petite chanson du clip. C'est quoi un monde qui part en vrille? C'est un monde d'incertitude. Et on le voit dans le questionnaire, même au début on le voit. Parce que la famille c'est génial, mais ça me rassure. Et finalement la famille c'est synonyme de quoi? De sécurité existentielle et psychique. C'est un confort existentiel, c'est-à-dire c'est là où je me pose pas de questions à certains moments, ou du moins écoutez bien, c'est là où je suis censé ne pas m'en poser. Parce que si je m'en pose, ça devient un peu plus compliqué déjà, la famille. Mais j'attends de ma sphère familiale que ce soit un endroit où à certains moments, je peux être ce que j'ai envie d'être, sans me questionner, sans qu'on me questionne. Je suis moi dans ce que j'ai envie d'être moi. En gros, j'ai envie qu'on me foute la paix. C'est ça la sécurité existentielle et psychique. Et j'ai envie qu'on me reconnaisse, ça on y reviendra, comme un individu à part entière. Comme une personne. Ça ressort très très fortement dans le questionnaire. Et donc, la famille, elle est peut-être plus que jamais, et alors ça c'est un résultat, il y a des résultats assez étonnants, une famille qui est une famille cocon, une famille protectrice, et finalement une famille où je peux exprimer mes affects. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille, c'est synonyme de bonheur et de plaisir, parce qu'aujourd'hui, on est dans une famille fortement émotionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Avant, il n'y avait pas d'émotion? Eh bien, moins qu'aujourd'hui. On le voit bien, d'ailleurs, le clip. Moi, j'ai été ému par le clip. Je vous dirai pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement ému. Enfin, je vous dirai ça peut-être un peu plus tard, quand même. Mais, par contre, on voit bien que c'est plein d'émotions. Et la famille n'est pas seulement le monde de la raison, du rationnel, des intérêts, des stratégies. Non, c'est pas ça, la famille actuelle. C'est une famille affective et émotionnelle. Dans un monde incertain,
dans un monde où il y a des tableaux Excel partout, dans un monde où on mesure, eh bien, j'attends de la famille que je ne sois pas un numéro, que je ne sois pas finalement quoi, que je ne sois pas simplement une chose comme les autres, que je ne sois pas un être standard, un être homogène. Dans la famille, j'entends être considéré dans toute mon épaisseur, dans tout ce que je suis. Et si la famille permet ça, alors je l'aime, la famille. Et j'attends cela de la famille. Et c'est les chiffres du début. Parce qu'il y a aussi, et c'est dans ce premier volet, l'idéal. L'idéal de la famille. La famille idéale, c'est cette famille qui me permet d'être ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'avais le monde par envie, j'avais noté, pour préparer la journée cet après-midi, que l'étude, elle montre que les incertitudes environnementales et géopolitiques, et d'autant plus aujourd'hui, eh bien, donnent encore plus d'importance à la famille. C'est ça quand le monde part en vrille. Et ces incertitudes font qu'on est contraint, on n'a pas le choix, on est contraint de s'aménager des sphères intimes. Je rappellerai simplement ceci. Il y a la subjectivité, ce qu'on pense, etc., notre intériorité, et puis il y a l'intimité. L'intimité, ce sont plutôt les plis secrets de notre subjectivité. C'est là où je vais pouvoir aller discuter avec moi-même et finalement exprimer parfois et vivre avec quoi des contenus existentiels plus ou moins communicables et qui m'appartiennent et qui font que je suis un être unique au monde. Alors, la famille demeure normalement la scène sociale où je peux me permettre cela. Mais je peux aussi me permettre cela en famille parce que je peux être seul aussi. C'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire en famille, et on recroisera ces dimensions durant l'après-midi. Dans la famille, j'attends tout cela, mais en même temps, j'attends aussi de pouvoir être seul et de vivre mon propre temps. Un autre résultat, si vous voulez bien, 87% des parents vosgiens, et là c'est comme le niveau national, déclarent que le rôle de parent prend le dessus sur les autres rôles. C'est étonnant ce pourcentage, mais ça veut dire que quand on devient parent, eh bien on s'attend à endosser un autre rôle, et ce que montre l'enquête, alors c'est ce qu'on appelle en sociologie, je ne pensais pas vous dire cela, mais c'est un concept qui est tellement important, une socialisation anticipatrice. Alors je ne suis pas en cours, je sais très bien où je suis. C'est quoi ? C'est qu'on anticipe. On anticipe et on va commencer à changer dans sa tête, dans son corps. On va commencer finalement à réfléchir au sens de sa vie aussi, parce que quand on devient papa ou maman, un gamin, un nourrisson ne donne pas forcément de sens. Des fois, ça peut être terriblement angoissant. Je ne sais pas quel est le sens de ma vie, quel sens je vais lui donner. Lui, il faut que je donne du sens, puis moi, je ne sais pas quel est le sens de ma vie. Donc, on voit que des fois, c'est angoissant. Et donc, on anticipe. On va en discuter en famille. On va discuter sur les valeurs. Et là, il y a quelque chose qui est incroyable dans l'enquête nationale, mais pour les Vosges, c'est qu'au sein des Vosges, la socialisation familiale est fondamentalement importante pour un très grand nombre de parents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que dans un département comme les Vosges à tendance rurale, eh bien on s'appuie prioritairement sur nos proches, sur notre famille proche, mais aussi sur des amis proches, mais notamment aussi la famille proche, pour donner du sens à mon rôle de maman, de papa. Et les réseaux sociaux sont présents, mais dans un second temps. Et ça, c'est pas rien parce que, à nouveau, on dit que la famille est en crise. C'est pas la famille qui est en crise. Parfois, c'est le manque de réponse, les non-réponses au sein de sa propre famille qui font que je dois aller ailleurs. Mais on attend énormément de sa famille. Et peut-être même, pour un certain nombre de parents, peut-être parfois trop. On attend des réponses, beaucoup de réponses. Et on peut être déçu. J'ai entendu qu'il y avait des classes ici de MFR, si j'ai bien compris. Eh bien, on peut être déçu par ses parents parce qu'on pense qu'ils ont toutes les réponses. Mais non, les parents, bien évidemment, ils doutent. On le verra dans un troisième volet, bien évidemment. Et alors, je voudrais vous dire 2 points qui me semblent, là encore, extrêmement importants. On comprend, au regard de tout ce que je viens de vous dire, la souffrance des couples
qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que vous vous rendez compte que la famille reste un idéal extrêmement partagé. C'est pas n'importe quelle famille. La famille idéalisée, moi c'est ce que j'appelle, ça fait rire certains, mais c'est la famille Ricoré. Alors pour un certain nombre ici de jeunes gens, ça dit peut-être rien. La famille Ricoré, à mon époque, c'était la 504 Peugeot, c'était le teckel, c'était le pavillon, et puis les 2 enfants. Un garçon et une fille de préférence. Aujourd'hui, vous remplacez le teckel par le Labrador, la 504 par le 3008, vous avez toujours le pavillon et les 2 enfants. Et c'est ça la famille Ricoré. Et donc cette famille Ricoré reste un idéal. Et d'ailleurs, dans le film, on a vu une zone pavillonnaire. Une zone pavillonnaire, la maison individuelle est le lieu même de la famille Ricoré. Ce qu'on a appelé pompeusement la famille nucléaire, machin. On s'en fout ça. C'est la famille effectivement idéalisée avec les 2 enfants, celle qu'on va retrouver dans plein de publicités ou des plaquettes de mutuelles. Et donc, et ça on l'intériorise, c'est un idéal qui est en moi. Et quand je ne peux pas le réaliser, eh bien il y a tout un... pas des inspirations seulement, des aspirations, c'est-à-dire des projections, moi ce que j'appelle des fictions, mes films à moi. Ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie d'être. Et c'est ça qui me motive, et c'est ça que j'ai envie d'être. Et des fois, j'en parle à personne ou pas à grand monde. Des fois, à quelques proches et encore, mais je le garde comme secret parce que je suis pas sûr que ça va se réaliser. Et ça, j'ai envie de l'incarner. Et ici, c'est quoi? Ce modèle familial. Et quand c'est pas possible, on voit que c'est compliqué, très très compliqué. Et le deuxième point, eh bien, on comprend mieux aussi les difficultés des familles trop modestes, accablés de soucis d'argent et qui ne peuvent pas, en conséquence, incarner cet idéal familial. Voilà, toutes et un, chers toutes et tous, et cher Armel, ce que nous dit ce questionnaire, c'est que l'idéal, et que c'est assez étonnant finalement, mais il faut prendre les chiffres, ils sont là, les chiffres ils sont factuels, les faits sont têtus. Et là, le questionnaire nous dit qu'il y a un idéal familial assez classique finalement, qui n'a pas trop bougé depuis 70-80 ans, qui est extrêmement présent. Mais on ne peut pas toujours l'incarner. Et on comprend mieux parce qu'on retrouvera cette dimension-là. Mais quand effectivement, notamment les familles monoparentales avec des soucis d'argent, etc., on peut comprendre que finalement, en plus, il y a des projections. Moi, j'aime bien la notion, mais j'espère que ça vous parle, d'identité projective. Les mots, c'est comme un vêtement. Ça vous va, vous le prenez, ça vous va pas, vous le prenez pas. Donc vous choisissez dans tous les mots que je vous dirai. Et là, on voit bien qu'il y a des identités projectives. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est le sens de ma vie. C'est ce que j'ai envie d'être. C'est ce qui fait que ma vie, elle devient une existence. On vit tous, mais est-ce qu'on existe? Est-ce qu'on se sent exister? Et la famille est un lieu qui effectivement permet de se sentir exister. Et ça, ce n'est pas rien. Alors, je vais faire une petite incise parce que ça résonne avec le film. Le film, je me place, je regarde Armel, je n'avais pas vu le film, et le film, il est très intéressant parce que il incarne de façon extrêmement forte le fait qu'aujourd'hui, on considère la famille comme l'ultime instance dans laquelle je peux me réfugier quand tout va mal. L'ultime instance. Et on verra, et en fait c'est la suite, on verra que ça va de pair avec une mise à distance des institutions. Et on verra que dans les Vosges, c'est extrêmement présent. Alors je vous donne simplement, moi je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que ça va être pas très drôle pour vous, mais 94% des parents vosgiens disent qu'effectivement la famille, elle est source de bonheur. Vous vous rendez compte, 94%. Et là, alors là, il faut prendre en compte une évolution historique. La famille, elle est source de bonheur, vous ai-je dit, si je peux vivre ma vie individuelle. En fait, on aime bien la famille quand elle répond à des exigences très personnelles, existentielles, mais dans les évolutions historiques de la famille, ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions, l'État, les départements, ont pris en compte un certain nombre de dimensions. L'aide sociale à l'enfance, quand une famille effectivement dysfonctionne et que les parents ne sont pas en mesure de quoi ? De garantir un sens, par exemple, à la vie de leur gamin, parce qu'eux-mêmes sont en difficulté, on voit que l'État a pris les choses les départements, en l'occurrence, ont pris les choses en main. On voit aussi que l'éducation des enfants a été prise en main par l'État, allez, on va dire quoi, il y a 120 ans à peu près, un gros siècle, pour le dire très très vite ici. On voit que l'État, via toute l'histoire des hôpitaux, a pris
la puissance publique a pris en main aussi des souffrances, des processus de guérison qui ont échappé à la famille. On pourrait aller aussi du côté de la mort. Hein. La mort, aujourd'hui, sort de la famille. Qui, aujourd'hui, veille un mort, un grand-parent, etc. Là, il y a eu un processus plutôt de marchandisation, les pompes funèbres, etc. Donc, on voit que la famille s'est recentrée sur des affects, sur des émotions, et qu'un ensemble de tâches, de corvées ou pas, ou d'activités qui étaient positives ont été déléguées à d'autres institutions. Un économiste, il dirait, en gros, externalisé. Hein. C'est-à-dire, on les externalise, on les évacue de la famille. Et donc, on a une famille qui, finalement, a été comment vous dire, épurée, vidée de certaines tâches. Et c'est pas plus mal, mais ce sont des conditions historiques pour qu'on soit dans une famille, justement, affective, existentielle. Et donc, la famille, si je ne veux pas de corvée, si je veux que les institutions relaient quand il y a des difficultés, j'ai envie qu'elles répondent justement à cette norme d'épanouissement individuel. En fait, en travaillant le questionnaire, m'est revenu un auteur, je vais vous le dire parce qu'un grand nombre d'entre vous, vous l'avez vu, parce qu'on le voit très souvent en management, etc. C'est Abraham Maslow. Je ne pensais pas du tout, Armel, quand tu m'as dit « Hervé, tu veux faire la conférence ?» J'ai dit « Bien évidemment ». Et Abraham Maslow est celui qui a mis des mots sur l'épanouissement personnel, la réalisation de soi, la satisfaction de soi, comme sentiments. Ce ne sont pas des représentations, ce sont des sentiments que je vis. Je ne me représente pas épanoui. Non, je me sens épanoui ou pas, je sens que je réalise ma vie ou pas. Et Maslow, finalement, avait bien vu que là, on a des besoins qui deviennent fondamentalement importants dans nos sociétés industrielles et puis ensuite post-industrielles, vous appelez comme vous voulez, actuelles, contemporaines, etc. Et Maslow, la famille, je vous dis ça parce que la famille, finalement, eh bien, elle incarne les besoins. Alors chez Maslow, il y avait certains niveaux, peu importe, mais elle incarne ces besoins qui sont fondamentaux pour chacune et chacun d'entre nous. Chacune et chacun d'entre nous. Et la famille est devenue l'instance, non seulement où je peux me réfugier, mais elle est devenue l'instance où je suis censé pouvoir me sentir exister quand le monde part en vrille et quand à l'extérieur, c'est guère possible. Et là, vous voyez tout ce qui se passe aussi au sein de la famille. C'est là que les inégalités, elles sont terribles au sein des familles. Je vais simplement vous dire cela. J'en ai parlé à Armel Perny. On avait fait une recherche il y a 1 an sur des mamans, donc des mamans toutes seules, hein, et qui touchaient le RSA. Et puis elles ont retrouvé du travail. Et le département en question, c'était pas dans les Vosges, mais peu importe, a maintenu pendant plusieurs mois, c'est à peu près 6 mois, le RSA. Il y avait l'emploi plus le RSA. Et ces mamans sortaient la tête de l'eau, comme elles disaient. Et alors là, nous, on fait des entretiens à domicile. Et les mamans nous disent « J'ai pu reprendre ma vie en main. » Prendre sa vie en main. Je peux être autre chose qu'une maman qui n'a pas de thune, qui fait que gueuler sur ses gosses. Je redeviens une maman généreuse. J'ai pu prendre 2-3 heures un après-midi pour emmener mes enfants sans être en stress, et leur offrir des cadeaux. C'est-à-dire, je peux être une maman enfin comme j'ai envie de l'être. Et là, je me suis senti réalisé. J'ai réalisé un petit film intérieur qui était effectivement cette maman idéale. Et on voit que c'est pas toujours évident. On avait été très très surpris par les propos de ces mamans. Et finalement, elles étaient enfin devenues ce qu'elles avaient envie d'être en secret. Elles ne le vivaient pas tout le temps, mais elles l'ont vécu à quelques moments. Et c'est pas rien de devenir finalement ce que j'ai envie d'être et de devenir un peu plus que ce à quoi j'aspire. De devenir un peu plus que ce à quoi je m'attends à être. Vous voyez, la famille, c'est intéressant parce que, et c'est pour ça que ça peut être frustrant, la famille, parce qu'il y a tout cet idéal de bonheur, etc. Puis en même temps, quand la famille ne me permet pas d'être un peu plus que ce que je suis et ne me suit pas dans mes exigences d'épanouissement, là, ça devient plus compliqué et c'est là qu'il y a des souffrances et qu'aussi il y a des inégalités très fortes, bien sûr, d'une famille à l'autre. Alors, simplement, et on arrêtera avec ce volet, puis on sera en interaction, bien évidemment. Il y a une question dans le questionnaire, je vous la donne. La réalité de parents correspond à ce que je m'imaginais avant de l'être. 27% des parents vosgiens sont tout à fait d'accord avec cette affirmation, et 77%, vous vous rendez compte, c'est-à-dire, en fait, au total, sont tout à fait d'accord et d'accord. Ce qui sont des chiffres très colossaux quand même, très extrêmement importants. Et finalement,
Alors, ils sont extrêmement importants, ces chiffres. Donc, on voit bien qu'à cet idéal, et là, on commence, dans l'étude du questionnaire, à voir, mais que les choses sont un peu moins évidentes qu'elles n'y paraissaient au début du questionnaire. Et là, on commence, parce que 27% sont tout à fait d'accord, et 77% au total sont tout à fait d'accord et d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 23% qui commencent à dire « oui, mais c'est pas si simple ». C'est pas si simple. Donc il y a des ambivalences qui commencent à apparaître au fur et à mesure des réponses du questionnaire, et ça montre qu'effectivement, que la réalité vécue, eh bien, elle est plus compliquée qu'on ne le pensait. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle de la socialisation familiale. Merci Armel et merci à toutes les équipes de l'UDAF pour la présentation. C'est vraiment très bien. Vous voyez, un ancrage familial fort, c'est effectivement moi ce que j'appelle, j'espère que ça vous parle, un capital familial de proximité. Ce sont des relations familiales de proximité sur lesquelles je me fonde. Dans l'ancrage fort, il y a aussi quoi ? Eh bien, il y a tout ce qu'il y a effectivement, et notamment les 2 premières vignettes, le coparent, le partenaire et les membres de la famille, parce que c'est ça qui domine. C'est ça, d'une façon générale, l'ancrage fort. Et cet ancrage fort, c'est-à-dire que j'ai aussi des amis, des proches, qui peuvent à certains moments participer, mais pas tant que ça, on le voit bien, ça devient en 4e position. Ce qui est fondamental en fait, c'est ma sphère familiale de proximité. Ma sphère familiale de proximité. Et c'est là qu'effectivement, des actions à destination des familles monoparentales sont fondamentales. Parce qu'on est privé, on a vu que l'idéal de la famille, vous l'appelez comme vous voulez, Ricoré, etc., le modèle de la famille classique, ne se réalise pas. Mais en plus, on n'a pas le partenaire le plus important qui est considéré comme le plus important. Donc c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le parent. Je vous propose pour ce premier volet d'arrêter là, donc un certain nombre d'analyses. Je vais vous demander, je vous propose qu'on échange un petit peu avant de passer à l'autre volet et d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a, je sais que c'est pas facile, donc je vais me rapprocher un petit peu quand même. Vous allez me suivre. Et donc, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Et il y a des micros en plus. Je crois qu'il y a des micros. Voilà, n'hésitez pas. Je vous en prie. Et on est à votre écoute et je suis à votre écoute. Est-ce que vous êtes surpris ou pas ? Ah, très bien. Merci. Oui, donc j'ai plusieurs questions, mais déjà une première, dans cette enquête, vous ne parlez pas donc des enfants, donc vous parlez bien là des parents, vous ne parlez pas des enfants, mais y a-t-il eu comment se sont répartis donc dans les panels les familles ayant des enfants, par exemple de 6 à 12, en fonction de l'âge des enfants. Donc là, vous n'indiquez pas donc dans l'enquête, savoir comment ont été retenues donc les familles en fonction de l'âge des enfants. Et puis vous dites que, enfin si j'ai bien compris, donc vous dites que la famille finalement donc elle n'est pas en crise et elle n'a pas évolué depuis les années 90, si j'ai bien compris. Mais moi, il y a une réflexion qui m'est tout de suite venue donc à l'esprit. La famille elle-même a changé. Les types de familles ont elles-mêmes changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales, de familles traditionnelles, de familles recomposées. Et là, dans l'enquête, je ne sais pas si ça a été étudié. Oui, merci. Oui. Alors, la famille, sur certains points, n'a pas tant évolué que cela, parce qu'on a vu que l'idéal familial qui est né dans les années 1950-1960 est encore tout à fait actuel. En revanche, alors j'espère que je me suis bien exprimé, parce que sur certains points, la famille n'a pas évolué, mais sur d'autres points, bien évidemment que la famille a évolué, et j'espère que j'ai été clair, mais la famille est plus que jamais affective et émotionnelle, c'est une évolution extrêmement importante, ce qui fait qu'on est exigeant avec sa famille.
En fait, on a des exigences très fortes dans sa famille. Puis on verra après qu'il y a aussi toute la numérisation de nos modes de vie, le numérique, et on pourra en discuter même à la fin, avec l'intelligence artificielle, la famille de demain ne sera pas la famille d'aujourd'hui. Là, alors moi, le numérique, je suis ni pessimiste ni optimiste, c'est un outil comme un autre, mais il y a des choses qui vont être profondément remaniées. Donc et en fait, c'est ce qu'on appelle des logiques, par exemple des logiques relatives à cet idéal de vie familiale. On voit bien qu'il est encore extrêmement présent, et pour cause, hein, certainement, ça tient aussi aux évolutions du monde, hein, à nouveau, hein, c'est-à-dire que cette famille, en fait, la famille, ce que j'appelais la famille Ricoré, en étant un peu taquin, en fait, c'est une famille extrêmement réduite. C'est une conception de la famille dans l'histoire, on la trouve pas. Dans plein d'autres cultures, la famille, c'est bien plus large que 2 parents et puis que 2 ou 3 enfants. Et alors, à propos d'enfants, il y a dans les Vosges, une majorité de parents ont des enfants de 6 à 10 ans. De 6 à 10 ans. Après, il y a des enfants qui ont de 1 à 5 ans, et puis des enfants qui sont plus âgés. Et alors, en tout cas, moi, ce que j'ai eu, parce qu'on en discutait avec Armelle Perny, on a eu encore quelques documents hier soir, donc je t'ai appelé tard, ma chère Armelle, mais c'est bien sur les parents. C'est être parent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en déduit ensuite des dimensions relatives aux enfants, mais l'enquête, moi, celle que j'ai analysée, elle porte bien sur le fait d'être parent. C'est quoi être parent aujourd'hui? Pour le meilleur, puis des fois pour le pire, mais pour le meilleur, quoi. Voilà, c'est ça l'enquête, on est bien d'accord, être parent aujourd'hui. Dire il n'y a pas, les enfants n'ont pas été interrogés. Ça va? Voilà. Ah, je vous entends pas, il faut prendre le micro. C'est enregistré. Moi, je n'ai pas accaparé donc la parole, mais là, dans les principales sources d'influence, vous n'indiquez pas donc Internet et le numérique, qui me paraît très important. Ben oui, mais c'est pas moi qui décide. Ah, d'accord. C'est ce que je vous ai dit, il y a des ambivalences, et c'est fondamentalement important, parce qu'on le retrouvera plus tard, mais au début du questionnaire, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il faut... Non, mais c'est ça qui est super intéressant. Moi, je suis... on me dit, et c'est passionnant, hein, on me dit, Hervé, il y a un questionnaire. Moi, je m'y attendais aussi. Il n'est pas là, pas au début. Et je vous ai bien dit, c'est fondamental à comprendre. Hein. Tout à l'heure, il y avait mais je crois qu'elle a dû partir. Mais c'est pas grave, on rediscutera avec des acteurs. Hein. Mais on verra que sur des points, le département des Vosges, c'est pas un département comme les autres. Hein. C'est pas un département comme les autres, et je dis ça de façon positive, et c'est un Vosgien qui vous parle. Hein. Mais la socialisation familiale, le rôle du partenaire et le rôle des membres de la famille, ce que j'ai appelé ici la socialisation familiale, il ressort beaucoup plus que dans les autres départements. Beaucoup plus. Ça tient à la configuration du département. Il aurait fallu... En fait, il faudrait affiner entre urbain et rural. Alors déjà, c'est pas toujours simple, hein, la frontière urbaine, entre les Vosges, les Hautes-Vosges, et les Vosges de la Plaine. Mais bien évidemment, il y aurait tout ça à faire. On n'a pas les données, et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais il y aurait ça à faire. Mais en revanche, ce qui est passionnant quand même, c'est qu'on peut dire que dans les Vosges, quand on est parent aujourd'hui, ce sur quoi on s'appuie pour être heureux, pour mener sa vie de parent, pour trouver des références qui me parlent, c'est mon partenaire ou ma famille proche. En gros, j'en parle à mon épouse, à mon époux, ou je téléphone à mes beaux-parents et encore plus à mes parents. Voilà, c'est ça, veut dire le questionnaire. Et c'est un résultat. Mais on est au début du questionnaire à nouveau. Hein, on est au début. Alors bon, on a décidé de vous faire parler au fur et à mesure, hein, et c'est très très bien. Mais du coup, on va égrener au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est fondamental ça. Hein. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Merci. Jean-Paul Miclot. Vous considérez la famille à partir d'un couple, quel que soit le couple, et on a l'impression que la monoparentalité n'est pas choisie, mais elle peut être choisie aussi, la monoparentalité. Donc ça, c'est la première question. Et puis, au niveau de la ruralité, pour faire le lien avec les maires ruraux quand même, puisque vous êtes intervenu chez les maires ruraux, je pense que le village, ça peut être aussi la famille élargie ou un ensemble de familles qui travaillent ensemble. Et je pense que la notion de famille peut se trouver là aussi, que ça soit dans le petit village ou dans le quartier, quoi. Voilà, ça c'est un élargissement, je dirais, de la famille.
Ben oui, on comprend bien ce que vous voulez dire. C'est pas facile mon rôle cet après-midi, parce que j'ai pas fait le questionnaire. Et parce que quand on était aux maires ruraux, il y avait la ministre de la Ruralité. Le premier piège, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais le dire à tout le monde ici. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'urbanocentrisme. Penser le rural d'un point de vue urbain. Et dans ce questionnaire, je pense qu'il y a quelque chose qui relève un peu, mais c'est compliqué. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons, mais quelque chose de l'urbanocentrisme, et du coup, on a un peu de mal à penser cela. Mais c'est pas grave, c'est une enquête nationale aussi, hein, donc c'est compliqué à faire. Alors oui, la monoparentalité peut être bien évidemment choisie. Mais alors, en fait, elle est choisie, mais est-ce qu'elle est choisie effectivement, quand une personne ne supporte plus son partenaire et décide de divorcer, c'est choisi. Mais c'est un choix, des fois qu'on a subi. Vous voyez, c'est ça qui est, c'est compliqué, parce que c'est pas un choix pur, c'est pas un choix absolu. Donc, bien évidemment, il peut y avoir la monoparentalité, vécue comme une libération de la liberté, parce que j'ai envie effectivement, de vivre ma vie. Enfin, je ne suis plus sous le regard de quelqu'un qui me dévalorise au quotidien, etc. Mais ce choix, il correspond pas à l'idéal que j'avais au début. Elle a fait un bébé toute seule, quoi. Oui, mais mais ça c'était Goldman, quoi. C'est pas les non, mais je vais vous le dire cash. En plus, je avec tout le respect et la sympathie que vous savez bien que j'ai pour vous. Mais simplement, certainement que j'y vais. Hein, je vous donne l'exemple. Hein. Oui, quand on est une femme 40 ans, on est cadre sup à Épinal dans une boîte, qu'on a 4 000 € par mois, on va pouvoir avoir une nounou le soir pour aller faire du sport 2 fois par semaine, etc. Je pense que là, la monoparentalité est à peu près bien vécue, quoi. On a une bagnole qui démarre le matin, hein, ça va. Et par contre, vous faites 30 bornes et puis vous êtes, mais n'y voyez rien, rien du tout. Hein, moi, j'ai aucun. Mais vous êtes, je sais pas, du côté de Docelles, etc. Vous êtes excentré, vous n'avez pas la maison que vous voulez, vous n'êtes pas proche, par exemple, d'Épinal. Vous avez un job que là vous avez subi parce que finalement vous vous retrouvez là parce que c'est là peut-être que vous avez un logement social ou je sais pas quoi. Et puis finalement la voiture elle prend plein de kilomètres et la voiture on peut pas la changer. Voilà, on sait bien tout ça. Donc tout ça est compliqué. Et là il faudrait compléter en fait le questionnaire par des parcours de vie pour répondre à votre question. Là, moi, je n'ai pas les éléments. Mais c'est fondamental, ça, derrière votre question, parce qu'on parlait des évolutions de la famille. Dans le questionnaire, il n'y a pas un regard historique, et c'est pas grave, c'est pas l'objet. Vous êtes parents aujourd'hui. Donc l'enquête, elle est claire, aujourd'hui. Mais par contre, vous le savez bien, comme moi, c'est que ce qui a révolutionné non seulement la famille, mais dans une large mesure la société, c'est l'épanouissement et la libéralisation des mœurs au niveau des femmes. Et certaines d'entre vous, peut-être ici, vous vous rappelez quand les femmes n'avaient pas de compte en banque. Pas de compte en banque. Ben oui, certaines, mais bien évidemment. Vous vous rappelez, vous rendez pas de compte en banque, ben vous partez pas. Parce que vous voulez partir et le mari vous regardait, ben tu veux partir où? T'as pas un rond, t'as rien, donc tu restes. Mais la femme, elle restait, ben bien évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir du milieu des années 60 et le début des années 1970? Les femmes ont eu un compte en banque, sont allées travailler, ont voulu être autre chose qu'une femme, ont voulu être autre chose qu'une maman. Elles ont été des femmes qui travaillent, qui avaient des loisirs, des passions, et qui décidaient aussi de ce qu'elles voulaient être. Et le nombre de divorces, logiquement, parce que là on peut partir, hein. Donc le nombre de divorces, il augmente là, hein. Maintenant, j'ai des ronds. Tu me dis ça, mais moi maintenant je pars pour de bon. Mais non, tu partiras jamais. Bien évidemment que les femmes se sont libérées de ce point de vue-là. Et ça a totalement changé. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a eu du choix. C'est un choix de quoi? C'est ce qu'on appelle, en sociologie, je l'ai mis dans mes analyses, mais je vais vous le dire, c'est ce qu'on appelle la subjectivation. La subjectivation, c'est la possibilité que j'ai, moi, de me définir à partir de ce qui fait sens pour moi. Non pas à partir de ce qui fait sens pour l'autre, de ce qu'on m'impose, à partir de ce qui fait sens pour moi. Et la famille est devenue, et là je vous rejoins au niveau du choix, le lieu
la subjectivation. C'est ça aujourd'hui aussi la famille affective et émotionnelle. J'entends être un sujet de ma vie. Et les femmes sont entrées dans une dynamique de subjectivation beaucoup plus forte. Et elles étaient des sujets avant, mais sujets des fois un peu objectivés, même bien objets. Hein. Et des fois même objets de pas mal de choses. Hein, avec leur mari, on l'a vu avec Gisèle Pellicot. Hein. Et donc, oui, hein, ce que le procès marque des choses. Ce procès-là sera un tournant, hein, certainement. Plus tard, on le verra dans l'histoire. Mais les femmes sont devenues effectivement des sujets et elles ont voulu décider de ce qu'elles voulaient être. Et des identités qui faisaient sens pour elles. Ça va ? Longtemps dans la famille, il y a eu des identités sociales qui s'imposaient. C'est-à-dire des rôles sociaux qu'on devait endosser, on n'était que cela. La famille aujourd'hui ne fonctionne plus comme cela. Et le questionnaire le montre. À nouveau, hein, on le verra encore un petit peu. Mais j'adore ma famille, pas de souci. J'aime ma famille. Mais si la famille me respecte dans ce que je suis, et donc dans mes choix de vie, mes choix existentiels. Je termine là-dessus, hein, je ne vais pas être trop long, mais je me rappelle d'un entretien il y a à peu près une douzaine d'années. Mais cet entretien, il m'a vraiment marqué. Une femme venait de divorcer. Et elle me dit, Monsieur Marchal, Monsieur le sociologue, je ne supportais plus ma famille. Puis là, moi, je fais la relance. Vous ne supportiez plus quoi, madame ? Je ne supportais plus le regard de mon mari. Et je ne supportais plus personne, mes enfants, etc. Pourquoi ? Parce que vous analysez ses propos, elle ne supportait plus le fait que son mari la réduise simplement au statut d'épouse et que ses enfants la réduisent au statut de maman. Et à un moment dans l'entretien, elle se lâche et dit « Je ne suis pas qu'une bobonne et je ne suis pas qu'une femme qui doit faire plaisir à son mari. Je suis une personne, ils me font tous. » Vous avez deviné le mot. Et du coup, je suis partie. Personne ne la croyait dans la famille. Et pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'elle dit « Je ne supportais plus ». Et à un moment, elle dit « C'est insupportable ». Eh bien, dans la famille comme ailleurs, mais notamment dans la famille, je ne peux pas m'appuyer sur des identités sociales qui font pas sens pour moi. Je ne peux pas m'appuyer dessus pour me définir parce que je ne suis pas que ça. Je vous dis que je suis autre chose. Puis des fois, on voit bien, et c'est là que la famille c'est plus complexe, parce que il y a des moments, et je suis autre chose, vous m'entendez pas. Et puis non, parce qu'en fait, on réduit l'autre, on pense qu'il n'est que ça, et ça devient insupportable. On ne peut pas se construire avec cela. En ce sens, oui, la famille est devenue aussi une famille de choix. Hein, on choisit, et effectivement, il y a eu de l'homoparentalité qui a été subie dans un processus long du parcours de vie, mais n'empêche que c'est bien un choix fort de maîtriser ce à partir de quoi je me définis et la vie que je veux avoir. En ce sens, les évolutions sont très profondes, extrêmement profondes. Est-ce qu'il y a... Alors, on en prend une dernière, puis après on fera l'autre volet. Hein. J'ai pas le timing, Armel, hein, mais voilà. Waouh. Ok, j'accélérer un peu après. Je vous en prie, madame. Donc on parlait de la place du coup de la femme, et du coup je me questionnais par rapport à justement ce questionnaire quand il s'agissait d'un couple qui remplissait le questionnaire, si c'était le couple ensemble ou si des fois c'était juste la femme et des fois juste l'homme, parce que je pense que ça peut varier au niveau des réponses du coup en fonction de son rôle de père et de mère. Voilà, c'est ça qui m'intéressait du coup. Merci beaucoup. Alors on ne se connaît pas, alors, la transition, merci, hein. On n'a pas répété. Mais alors là, c'est vraiment merci beaucoup. Voilà. Vous avez votre question, merci. Hein. Votre question, elle est extrêmement importante. Je n'ai pas Armel, à moins que ça, mais je n'ai pas vu. Alors, je vais quand même vous le dire. Ici, on a le nombre d'hommes et de femmes qui répond. C'est intéressant ce que vous. Attendez. Dans les Vosges, on a autant d'hommes que de femmes. Voilà, ça y est, on a autant d'hommes que de femmes. Oui, j'aurais dû vous le dire, monsieur, tout à l'heure. Autant d'hommes que de femmes, voilà, c'est important. Mais du coup, je comprends pourquoi OpinionWay a fait ça, hein. C'est fondamental, mais ça aurait été intéressant aussi de voir spontanément qui peut répondre, parce qu'on aurait vu qu'il y aurait de formidables inégalités. Mais alors, la transition, merci beaucoup. Hein. Donc la transition, on y va.
Voilà. On va faire comme ça. Répartition des tâches dans le couple. Là, il y a un idéal égalitaire. Vous vous rappelez, il y a un idéal de la famille. Hein. Là, effectivement, cette famille-là, l'idéal n'a pas tellement changé. Finalement, cette famille reste affective, etc. Maintenant, il y a un idéal égalitaire qui est déclaré. Vous vous rappelez, hein, c'est du déclaratif. Donc je déclare, moi, je suis pour l'égalité dans le couple. Tout le monde le dit. Mais alors ? Dans les Vosges comme en France, ce sont les mères qui assument beaucoup plus de tâches, à commencer par... Et les pourcentages, les inégalités, messieurs, on est mal, hein. On va pas trop la ramener, hein, parce que ça calme, hein. Suivre l'alimentation et la santé des enfants, ce sont les femmes. Aborder les sujets délicats avec les enfants, ce sont les femmes. Tu comprends bien, ma chérie, quand même, ce soir je suis fatigué. Je dirai ça demain, hein. Les mecs, ils savent y faire, hein. Gérer les relations des enfants avec les autres enfants, ce sont les femmes. Exprimer de l'affection aux enfants, ce sont les femmes. Et on continue. Les mamans vosgiennes, comme françaises, pareil, pas de différence entre les Vosges et la France, s'investissent également plus dans, mais dans une moindre mesure, les inégalités sont moins fortes. Apprendre aux enfants à bien se comporter en société, sont les femmes. Les hommes, ils interviennent à certains moments. En fait, les hommes, ils interviennent quand la situation est désespérée, quoi. L'homme, il arrive avec sa grosse voix, etc. Gérer l'utilisation des écrans pour les enfants, ce sont les femmes. Les hommes un peu plus, mais ce sont les femmes. Suivre la scolarité et l'orientation des enfants, ce sont les femmes. Suivre les activités extrascolaires, des enfants, ce sont les femmes. Je vais me permettre une anecdote, mais je pense qu'ici, beaucoup ont vu le film Avatar 2. Qui a vu le film Avatar 2 ici ? Ah oui, bien, il y a beaucoup de gens. Le film Avatar 2, il est génial parce que c'est un film récent quand même. Hein. Et vous avez durant 2h30 en voix off, la voix d'un homme qui explique qu'il faut prendre soin de sa famille. Parce qu'un homme, ça prend soin de sa famille. Les femmes, non. Mais c'est hallucinant ce film. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Le mec, il a une voix off, c'est un peu Dieu, vous voyez ? Et le mec, il explique que durant toute sa vie, la famille, c'est le sens, c'est la protection, vous voyez ? Et là, je me dis, mais c'est pas possible, moi je suis une femme. Je lui dis, mais tais-toi. Et moi aussi, je prends soin de ma famille. Vous voyez les normes, comme elles se glissent ? Vous avez vu ? Comme on a un idéal égalitaire et qui se transforme au cinéma par une voix masculine. Une voix masculine avec des gros muscles derrière, hein, on imagine. Et finalement, l'homme, il prend soin de la petite femme fragile quand même. Et c'est la petite femme fragile quand même qui se tape toutes les corvées au quotidien. Hein. Quand même d'accord, hein. Non mais c'est clair, hein. Donc, je suis un peu cash là, mais quand même. Mais comme je suis un mec, je peux le dire en plus, autant plus facilement. Donc ça passe bien. Nous, les sociologues, on connaît bien cela. On avait même, je vous cite simplement une petite référence, hein. Je vais pas vous abreuver de références, il y a déjà quelques chiffres. Un sociologue qui était assez connu, maintenant il est vieillissant, il écrit un peu moins, c'était Jean-Claude Kaufmann. Il a beau écrire, hein, il écrit sur les casseroles, la famille, la trame conjugale. Et dans la trame conjugale, on est au début des années 1990. Après, il sera très connu, Jean-Claude Kaufmann. Il montre qu'en fait, l'idéal égalitaire, il se délite, c'est-à-dire il s'émiette dans les interactions au sein de la famille. Et je vous ai mis une note, c'est du style, les hommes, par exemple, il va dire à sa femme, un mec va dire à sa femme, chérie, je pouvais le faire, tu n'avais qu'à me demander. Le mec, il est malin quand même, nous dit Kaufmann, parce que c'est fait. Hein, vous savez, ça part là. Hein, vous parlerez à vos maris ce soir. Hein. Non mais et c'est génial. Et qu'est-ce qu'il dit encore, Jean-Claude Kaufmann ? Et ça nous permet de comprendre les données, certaines données. Certains couples survalorisent le moindre investissement masculin. Dire, il y a des femmes qui défendent leur mari. Oh non, moi mon mari quand même de temps en temps, il sort sa voix forte, pire cadre les gamins. Vous voyez ? Et donc, en fait, hein, parce qu'on n'a pas un mari comme les autres, hein, le mien, il est mieux. Hein, c'est bien un homme qui vous parle, hein, donc j'ai le droit, moi. Hein, c'est important. Hein. Et donc, et là, on voit bien que, vous voyez, l'idéal égalitaire, il est déclaré, mais en fait, dans le quotidien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, oui, ce que montre le questionnaire, dans les Vosges comme en France, il y a un idéal égalitaire qui ne correspond pas, dans la réalité, à nombre de nos pratiques.
Voilà, ça veut dire qu'effectivement, et c'est intéressant, il y a un décrochage entre, vous voyez, des représentations à un idéal et finalement ce que je fais. Alors maintenant, je vais préciser quelques petites choses. Mesdames, si je vous agace, c'est pas grave. Il faut être simplement à peu près sympa avec moi, d'accord ? On passe le contrat. Hein. Non, mais parce que, mais je rigole, mais pas tant que ça. Hein. À dire aussi que cet idéal égalitaire, ok, on l'aime bien, mais on voit encore, et ça rejoint votre question du début, hein, c'est que il y a un moment donné aussi, imaginons, je vous prends un exemple, c'est beaucoup plus simple. Imaginons j'y vais, hein, et j'espère ne pas froisser qui que ce soit, c'est pas du tout mon intention. Une maman qui met au monde un enfant investit beaucoup dans son enfant. Elle a un job qui n'est pas très intéressant, elle ne gagne pas très bien sa vie, elle a sa vieille Clio tous les jours qu'à 12 ans, etc. Elle va s'acheter de temps en temps des fringues, mais justement, là, les choix sont limités, parce qu'elle a 1200 balles, 1300 euros par mois. Et finalement, devenir, et on le voit bien dans le questionnaire en fait, c'est que en fait, devenir maman va devenir une identité sociale fondamentale dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle de maman qui va lui donner une importance, un sens. Et on voit en fait dans le questionnaire, ça ressort. C'est que pour un certain nombre de femmes, moins on a d'argent, plus le fait de devenir une maman correspond à un rôle qu'on va investir. Parce qu'en fait, ce rôle-là, eh bien, il va me valoriser, il va me donner un sens, il va me donner de la contenance. Il va me persuader que je suis utile, que ma vie vaut la peine d'être vécue. Ça ressort dans le questionnaire. Et ça touche notamment, effectivement, un certain nombre de femmes, je vais le dire un peu abruptement peut-être, hein, mais un certain nombre de femmes qui n'ont pas d'autres supports identitaires ou peu d'autres supports identitaires positifs sur lesquels s'appuyer pour finalement répondre de façon forte à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Eh ben moi, je fais ça, mais je suis aussi une maman et je suis capable d'élever mon enfant, de l'éduquer, etc. Et là, on voit qu'on va investir des rôles. On connaît bien ça, nous, en sociologie, en anthropologie. Hein. On va investir des rôles. Ça, c'est une tendance forte. Elle est très claire hein, dans le questionnaire. Hein. Quand l'enfant répond aux attentes de la maman, tout se passe bien. Mais pour une raison ou une autre, quand l'enfant ne répond pas à l'idéal que la maman a en tête, bien on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Il y avait une anthropologue, hein, Martine Segalen, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui avait vraiment très très bien compris cela. Et là, on voit que parfois, et vraiment, hein, j'y vais avec des pincettes, hein, c'est parce que c'est des sujets qui peuvent être assez sensibles, hein, mais on voit que pour un certain nombre de mamans, finalement, elles vont devenir mamans, mais elles vont devenir aussi la maman d'eux. C'est-à-dire, il y a des mamans qui deviennent la maman de cet enfant, et cet enfant, il devient absolument central, parce qu'il est source de sens. Mais alors cet enfant, il faut qu'il réponde au schéma et à l'idéal, hein, parce que sinon, c'est là que ça peut être très compliqué. Parce que s'il incarne et il répond, il ne me permet pas d'être la maman que je rêve d'être, là, on voit que c'est compliqué. Et simplement, je vois le temps qui passe, Armelle, c'est ce qui explique qu'à la fin du questionnaire, on a des chiffres, effectivement, par rapport à votre question. On a des chiffres où on voit qu'en fait, dans des familles, il y a de très fortes difficultés. Et les difficultés économiques se mélangent avec les difficultés sociales, psychiques, existentielles, etc. Donc voilà pour simplement voilà pour l'égalité. Je ne vais pas aller plus loin. Et si vous avez des questions, bien sûr, on va faire pareil. Voilà. Je vous en prie. C'est là que l'enfant devient propriétaire. Et non plus un être en devenir. C'est le risque. Ouais, effectivement, c'est le risque. Et je sais que les premiers chercheurs et les premières chercheuses qui ont compris cela, moi, effectivement, je trouvais ça vraiment lumineux comme analyse. Parce que oui, on peut le dire comme ça, exactement. En fait, je dis bien, c'est pas mon enfant, je suis maman de. Vous voyez un petit peu comme ça s'est inversé ? Parce que je mise sur lui pour donner un sens à ma vie. Il n'y a pas à accuser, hein, il n'y a pas de jugement moral. Hein. Dans la vie, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Hein. Et si une maman parvient à construire du sens dans cette logique-là, il n'y a rien à dire, quoi. Mais par contre, on voit qu'il y a des difficultés très fortes qui peuvent venir.
Romain Bouvier, merci beaucoup. C'est passionnant de vous entendre, de vous écouter. Lorsqu'un enfant évolue dans une sphère familiale elle-même fracturée, que ce soit l'enfant qui soit la source de cette fracture ou les parents qui soient la source de cette fracture, comment l'enfant, lorsqu'il devient lui-même parent, conçoit-il le sens de la famille, la notion de famille, et quelle reproduction il y a après, quoi. Merci. Waouh, quelle question. Merci beaucoup. Là, je ne suis moi qu'un sociologue, mais je ne vais pas me débiner, hein, surtout pas. Vous interrogez la complexité des processus d'identification dans la famille, hein, si on reste simplement au sein de la sphère familiale, parce que bien évidemment qu'il y a des processus d'identification au-delà de la sphère familiale, et des fois, heureusement, mais au sein de la famille, on voit... en fait, je vais me permettre... on va discuter, hein, mais les enfants, là, pour le coup, ils ont des choix subis, mais les enfants... moi, ce que j'ai pu lire, hein, dans les recherches, c'est qu'en fait, ils savent à peu près ce qui est bon pour eux ou pas, hein. Et donc, ils vont faire de véritables choix identitaires, des tris identitaires. Ce qui n'est pas simple, parce que... tiens, je vais vous prendre un exemple. Ah oui, j'ai un exemple. Voilà. Un couple, ils ont un enfant. L'enfant, il a 12 ans, le couple divorce. Fracture très forte. Les parents sont très divergents. Il n'y a pas beaucoup de sous dans la famille, donc ça va assez vite, hein. Mais s'il y avait des sous, c'est pire, hein. J'ai des exemples de couples avec de l'argent, ça dure 7-8 ans, les avocats sont là, bon, il y a plein de sous, donc voilà. Et là, il n'y a pas beaucoup de sous, donc ça va assez vite. Mais par contre, ils refont un enfant. Et cet homme se remarie. Il investit très fortement sa nouvelle vie de couple. Et c'est un couple extrêmement stable, très affectif, émotionnel. Ils ont pris un peu d'âge. Oh, vite, il faut qu'on fasse un enfant. Ils font un enfant et ils l'investissent très fortement, cet enfant. Mais il y a l'autre. Qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et cet enfant-là, il est très proche de son père. Mais la charge sentimentale que va symboliser le nouvel enfant, et la belle-mère qui va l'investir, eh bien cet enfant-là, il va faire des choix difficiles. Il va se tourner vers une maman, mais une maman qui, pour le coup, elle, n'a pas reconstruit une famille stabilisée affectivement, stabilisée émotionnellement et stabilisée professionnellement. Et là, c'est pour ça que moi j'ai fait l'entretien d'ailleurs, parce que l'enfant, donc à 16 ans, part, il dit à son père, moi je viens tous les 15 jours, moi je vais avec maman. Et le père... Il dit, mais enfin, c'est pas possible chez nous, t'as une chambre, t'es bien. En gros, il comprend pas. Fondamentalement, il comprend pas. Hein, les fractures, hein, que vous dites. Et l'enfant part chez la maman. La maman qui a une vie compliquée. Et moi, je connaissais, parce qu'on a fait un entretien, je connaissais son parcours familial. Elle-même était issue d'une famille très fracturée. Et en fait, l'enfant, à 16-17 ans, parce qu'on est allé loin dans la recherche, il est devenu aussi le protecteur de sa mère. Il y avait ça aussi. Et oui. Et donc, il devenait un adulte. Et en fait, quand il a dit à son père, je pars, à dire, moi, je vais m'occuper de celle avec qui tu t'es marié, et celle que j'appelle maman, parce que c'est elle, ma mère. Et c'est pas la belle-mère qui m'a un peu trop gueulé dessus et qui, de toute façon, qui des fois, etc. Et alors que, bon voilà, en plus, il se peignait pas du tout de dérive de la belle-mère, mais on voit que là, il y a des choix, et des choix d'identification. Et je termine simplement là-dessus, le père, il est touché affectivement, mais touché très fortement. Simplement, alors c'est facile quand on est extérieur, mais quand on le vit, c'est pas facile. Simplement, le père, ce qu'il voit pas, c'est que son enfant, il part s'occuper de sa mère avec les modèles de son père. Et ouais, parce qu'il les a pas inventés, les modèles. Et c'est parce que le père, il est stable. C'est parce que le père, quand on dit, il a refait sa vie, il s'est reconstruit, il s'est stabilisé, que finalement, il est devenu, cet enfant, à 16-17 ans, suffisamment stabilisé en lui, l'identification elle est faite qu'il peut aller prendre soin de sa mère. Et comme le père, je vais jusqu'au bout, hein, comme le père, il réagit émotionnellement et qu'il est fortement touché et déçu, le lien avec l'enfant, son gosse, son premier enfant,
pour l'observateur extérieur, c'est manifeste. Le gamin, il a tout pris de son père, il a pris plein de choses de son père. C'est à son héros même à certains égards. Eh bien, en fait, le lien c'est pas fracturé, mais c'est largement distendu. Et le père a demandé un peu d'aide extérieure, parce qu'il comprenait pas la charge émotionnelle qu'il vivait. Il se dit mais c'est pas possible. Je vais pas casser le lien avec mon gamin. Et voilà, mais ça peut, hein. Ça peut. Donc c'est tout ça, vous le savez bien, certains d'entre vous, hein, c'est des situations familiales, des dynamiques familiales. Puis après, il y a les grands-parents, il y a eu des grands-parents. Je vous fais pas tout parce qu'on sera pas, voilà. Mais il y a tout cela. Donc on voit. Moi j'aime bien, mais je voudrais pas du tout créer de polémique parce que je suis pas du tout partisan d'une école ou d'une autre. C'est pas. Mais il se trouve que cette semaine, parce que Armel, tu m'as fait bosser, hein, mais j'ai relu Mélanie Klein. Parce qu'il y a une notion que je trouve vraiment intéressante en psychanalyse, c'est la notion d'identité projective. Ben, il y a ça dans votre question. Vous voyez, c'est-à-dire comment je vais me construire, comment je me projette et sur qui je peux miser. Enfin voilà, vous voyez, elle était une clinicienne, hein, très, très avisée, et donc il y a tout ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Hein, oui. Mais là, on retrouve des logiques, hein, différentes. Il y a des logiques qui débordent les familles en tant que telles, mais chaque situation familiale, il y a une dynamique particulière, et il faut reconstruire ce qu'on appelle, enfin moi en sociologie ou en psychosociologie, la configuration familiale. Voilà. L'idéal d'égalité, on en rêve tous. Mais si vraiment on arrivait à une vie d'égalité, est-ce qu'on progresserait tous encore ? Et vous avez révisé votre bac philo, vous avez... Non, j'étais pas bonne. Mais c'est... Non mais, est-ce que c'est... Franchement, Alors, je vais faire un tout petit détour pour vous répondre. Il n'y a pas de perfection. La perfection, c'est la mort. C'est exactement la même chose. Vous allez voir, si Armel, j'arrive tout à l'heure, je te dis, Armel, je suis parfait. C'est-à-dire, c'est fini, quoi. Je n'évolue plus, je me statufie moi-même, je suis mon propre héros, c'est fini. Mais c'est mort, quoi. Il n'y a plus de vie, c'est fini. Eh ben, c'est pareil pour l'idéal d'égalité. S'il est absolu, s'il est réalisé comme vous dites, c'est fini. Donc, il y aura... En fait, alors, c'est délicat, hein, mais... On peut être pour beaucoup plus d'égalité dans le couple, écoutez bien, et non pas pour un égalitarisme radical. Vous voyez la différence ? On peut se battre pour plus d'égalité dans le couple, et non pas pour un égalitarisme absolu. En fait, qui n'aurait pas de sens. Qui n'aurait pas de sens. Alors simplement, pour répondre à votre question, je voudrais... pourquoi ça vaut le coup de se battre pour plus d'idéal ? Parce que dans le questionnaire... Et je voulais vous en parler durant les réponses, il y a des questions sur la charge mentale des femmes. On connaît bien ça, hein, dans les travaux, hein, la double journée, hein, des fois même la triple journée. Hein. Et la charge mentale, on voit qu'elle est très forte. Et simplement, je vais simplement rappeler ici qu'elle désigne le fait que les femmes ont à porter, hein, elles doivent porter, une contrainte supplémentaire par rapport à leur conjoint. Au cours de la journée de travail, c'est comblé, vous savez bien, c'est bien sûr penser aux commissions, les repas qu'on doit faire, etc. Oh, demain midi, je sais pas ce que je vais faire, ils vont être 3 à table, puis demain soir, et puis ce soir, puis je rentre, je suis crevé, oh, puis il n'y a plus rien dedans, puis le micro-ondes, il est tout sale, et puis il pue, etc. Hein, il y a tout ça. Donc, c'est pas simple. Et là, cette charge mentale, elle ressort de façon manifeste, Armel, et toutes et tous, dans le questionnaire. La charge mentale, ce sont les femmes qui l'ont. C'est pour ça que c'est votre question, il n'y a pas d'égalitarisme radical, d'idéal, comme vous avez très bien dit, absolu. Par contre, effectivement, il y a quand même une charge mentale, et cette charge mentale, elle pèse. Elle pèse pour se définir autrement, pour se sentir exister, d'où le sentiment, des fois, un peu de sacrifice. C'est pas dit dans le questionnaire, mais on le voit bien. C'est-à-dire que je me suis sacrifié, et à un moment donné, ben là, j'aspire, voyez, j'aspire à autre chose, etc. Et aussi, il y a un terme, la gestion du foyer. La gestion. Il y a des femmes, elles sont pas loin du tableau Excel, hein. Hein, vous voyez, hein, entre tous les repas de la semaine, hein, entre les courses, entre amener la bagnole chez le garage, et puis quand même mon sport, hein, parce qu'il faut pas grossir, parce que sinon le monsieur il dit que j'ai grossi quand même, hein, d'accord ? Je suis taquin, là, je suis taquin. Envers nous, hein, les mecs, hein, je me permets. Hein. Je rigole, mais Armel, en fait,
J'étais dans ma voiture sur l'autoroute à 13h30. Je vous promets que c'est vrai, sur France Culture, il y a une femme à 13h qui racontait ce qu'elle vivait dans son couple. C'était ça. Et je me suis dit, mais c'était la charge mentale. Elle dit en plus, j'ai fait du sport pendant 15 ans parce que l'autre il me disait que j'étais grosse. Ça va? Voilà. Je me permets, hein, Armel. Hein. C'était génial. Non mais, et ça fait partie de la charge mentale. Non seulement tu as une double journée, mais en plus tu as une 2 journées et demie, hein, une double journée et demie, parce que quand même, il faut aller prendre soin de soi pour répondre à un idéal masculin. J'arrête là. Il y a une question là-bas. Après, on ira sur le 3e volet, puis on finira. Oui. Alors, moi, je suis Eliane Couval, Saint-Nabord, accompagnatrice, thérapeute. Et j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, c'est plutôt une observation. Quand vous avez parlé du surinvestissement des mères. Oui. Moi, j'ai envie de retourner ça et de vous demander qu'est-ce que vous pensez du poids qu'on met sur les mères dès la maternité. Par exemple, quand on considère que l'instinct maternel, c'est naturel, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà à ce niveau-là un surinvestissement, mais là qui ne vient pas de la condition de la femme? Tout à l'heure, vous avez parlé d'une femme qui n'a pas beaucoup d'argent, etc., puis qui commence à exister quand elle devient mère. Mais ce surpouvoir, c'est comme ça que je l'appelle, que l'on donne aux mères, il pèse quelque part dans l'inconscient des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Merci beaucoup. Waouh, Armel, t'as pas invité n'importe qui, hein. Ah, merci, vraiment. Alors, d'un point de vue sociologique et anthropologique, désolé hein, pour les mots, mais si ça vous est, voilà, vous les prenez pas, ça vous parle pas. Il n'y a pas d'instinct maternel et paternel. Un instinct est une répétition mécanique de façon d'être, d'envie, et qui se répètent mécaniquement et qui sont assurées biologiquement. Or, on voit que c'est plus complexe chez l'être humain. Il n'y a pas d'instinct comme chez les animaux. Par contre, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a des processus d'identification. Et moi, je serais prêt à accepter, c'est des débats très compliqués, mais on parle aussi de pulsions instinctives, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'instinct maternel ni paternel, puisque des femmes peuvent faire le choix de ne pas avoir d'enfants, de tout à fait l'accepter, l'assumer, et faire le choix de donner de leur temps pour d'autres enfants, par exemple. Je pense à une amie proche, voilà. C'est une amie très proche, et elle a fait ce choix-là. Elle l'assume parfaitement. S'il y avait un instinct maternel, l'instinct, on ne le discute pas en soi. C'est un instinct, c'est biologiquement en moi. C'est pire qu'inconscient, en fait. C'est en moi, c'est la biologie, voilà. Et on sait que c'est beaucoup plus complexe. Et maintenant, votre question, elle demanderait un certain temps, mais je vais vous répondre. Hein, puis on pourra en discuter après, bien sûr. Alors, on y va. Hein, vous êtes assis, de toute façon, vous n'irez pas plus bas. Hein, donc, c'est pas parce qu'on met un enfant au monde qu'on devient obligatoirement une maman. Des fois, on devient une mère, pas une maman. Et des fois, on devient rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et dont acte. Il y a même des... Alors, c'est des sujets compliqués. Je sais que c'est compliqué. Il y a même des mamans. Enfin, en fait, c'est pas des mamans, ni des mères, excusez-moi. Hein, vous voyez, il y a même des génitrices. Il ne reste que des génitrices. Elles peuvent même faire le choix de se dissocier de leur enfant. C'est pas facile dans les faits. Hein. Moi, j'ai la chair de poule parce que j'avais travaillé sur des enfants nés sous X. Et on a eu accès à quelques lettres de maman. Pas facile, hein. Mais elles font le choix. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je sais des fois que ça choque. Elles font le choix, par amour, de laisser leur enfant à d'autres femmes qui, elles, seront des mamans. Pourquoi? Il n'y a rien d'instinctif là-dedans. Et vous le savez bien, ce que vous avez posé la question. Parce que l'enfant, on l'a des fois pas au bon moment, on l'a pas eu de la bonne façon. J'irai pas plus loin. On voit bien tous les débats qu'il y a là-dessus. Et ça, alors je m'engage un peu, mais c'est éminemment respectable. Et moi, j'ai beaucoup d'émotions, hein, parce que ça m'a beaucoup touché, hein, ces recherches-là. J'avais travaillé sur l'adoption à un moment, etc. Et il n'y a pas à juger.
Et il y a des femmes qui donnent la vie, mais qui deviennent que des mères. Et elles disent, mais je ressens des choses, mais pas tant que ça. Quand vous le mettez sur moi, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est normal, etc. Mais ça va aller, madame, ça va aller. Et des fois, effectivement, c'est 15 jours, 3 semaines. Je me rappelle d'une femme, c'est au bout de 3 mois. C'est un seul coup. Et ça renvoie à la socialisation familiale, au processus d'identification, etc. On voit bien, ça peut être le rôle, par exemple, cette femme est une mère, et puis là, il y a sa belle-maman qui vient. Moi, tous les exemples que je prends, hein, ils sont vrais. Hein. Et la belle-maman, elle vient, elle aime sa belle-mère. Elle aime cette femme. Et la belle-mère, elle lui dit, prends-le comme ça, ton enfant, parle-lui. En fait, il t'entend, il ressent tout ce que tu fais. Et là, son enfant, elle va le toucher autrement. Elle va se détendre, respire un grand coup, mets-le où ça te fait plaisir, t'es pas obligé de le mettre. Si tu veux pas lui donner le sein, tu donnes pas le sein, etc. Fais comme tu veux. Et là, le contact de peau à peau, elle le fait à un autre endroit. Et là, d'un seul coup, paf. Mais des fois, ça vient pas. Ça vient pas et c'est loin d'être simple. Alors oui, vous avez posé une question, effectivement, qui a un poids, effectivement, sur le sens idéal qu'on donne à la maternité. Ce n'est pas si simple. Et je reviens à cela parce qu'en fait, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on s'était posé la question. Moi, je travaille beaucoup sur la notion d'identité. Hein. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à travailler là-dessus, sur des mamans qui faisaient des dépressions, hein, postpartum, juste après là. Mais des dépressions, hein, waouh. Et en fait, alors, moi, mon boulot, c'est de comprendre. Hein, y a pas, même si je suis un homme, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais quand même, c'est des femmes qui, pour une raison ou une autre, justement, au niveau des proches, vous vous rappelez les vignettes de tout à l'heure? Sa propre maman, son propre père, etc. En fait, ça n'a pas matché. Elle ne veut pas de leur sens. Ce ne sont pas des supports d'identification. Et là, elle est toute seule, des fois elle est toute seule, mais en fait c'est des femmes, c'est ça qui s'est passé là dans les exemples que j'ai en tête. Elle met son enfant au monde, elle se sent affreusement seule, et elle n'est pas du tout certaine du sens qu'elle va donner à sa propre vie. Et là, elle a un être, et on le sait bien, un être humain c'est un faisceau de potentialités. Un être humain, tout est là, mais rien n'est réalisé d'une certaine façon, ou pas grand-chose. Il y a des pulsions archaïques, etc. Mais qui va lui apprendre à parler ? Qui va lui apprendre à être telle ou telle personne? Qui va lui construire une orientation existentielle? Et là, c'est moi. Et là, des bouffées d'angoisse. Mais c'est très sérieux, hein. Vous le savez bien, certains d'entre vous. Hein. Là, il faut être là, hein, parce que ça peut aller très loin, ces choses-là. Et donc, et des fois, ça dure 15 jours, 1 mois. Des fois, ça dure quelques heures. Des fois, ça vient pas. Tant mieux. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on voit, pour répondre à votre question, que chez l'être humain, le sens, on le construit. On le construit avec l'autre qui est dans mon passé, mes parents qui m'ont transmis des valeurs, etc. Mais je construis dans le présent, et puis j'ai mes idéaux aussi. Mais les idéaux, si j'ai dans le présent que personne me les confirme, et que finalement je les ai construits à travers quelques lectures, à travers des fois sur les réseaux sociaux, mais que finalement dans mon passé j'ai pas grand-chose, et là que je ressens le vide dans mon passé, puis mes idéaux ils sont fragiles, c'est terrible quoi, c'est terrible. Et là effectivement il faut être là, et oui il peut y avoir une pression, et ça il faut le comprendre. Voilà, donc effectivement votre question elle on n'est pas obligé, enfin il n'y a rien qui oblige chez une génitrice, hein, je parle, vous voyez je prends des mots puissants quand même, hein, chez une génitrice à devenir une mère et une maman. C'est pas si simple chez l'être humain. Ça va dépendre de ce qu'on a en nous. Ça va dépendre de ce qui est solidifié ou pas, ou de ce qu'on a remis en cause. Et parfois c'est encore plus complexe, mais j'arrêterai là, parce qu'on peut très bien avoir, jusque 2 mois avant la grossesse, des valeurs extrêmement solidifiées en soi, et on se dit, moi, c'est comme ça que je veux être. Le problème, c'est qu'on n'avait pas dit à ses propres parents qu'on était enceinte, « Papa, maman, je vais accoucher ». Et ils le prennent très mal. Et ce qui était solide en soi, « Mes parents, comme ils me déçoivent, mais c'est pas possible. Moi, j'ai la vie en moi, puis ils m'ont dit ça. » Et donc, les valeurs, elle les rejette, mais il n'y en a pas d'autres. Et elle va aller mettre son enfant au monde, là. Et des fois, toute seule. Alors là, s'il y a un conjoint, d'où la première vignette tout à l'heure, le partenaire, là. S'il y a un partenaire qui est là, et qui a des valeurs stabilisées, t'inquiète pas chérie, on va construire ça tous les deux. C'est ça que je te propose pour cet enfant, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Et là, ça devient compliqué. Et donc la pression peut être délétère. Délétère,
c'est le contraire de salutaire, ça veut dire délétère, c'est-à-dire ça fait du mal, ça esquinte, ça augmente les angoisses, ça augmente le non-sens. Et on le voit, si on va loin dans le questionnaire, on peut accéder à tout ça. C'est les vignettes du début, hein. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé, je me permets, mais on boucle la boucle. Puis il reste quelques points, Armel, mais c'est important là, hein, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai dit, il y a de formidables inégalités. Elles sont là, les inégalités. Elles sont terribles, les inégalités. C'est pas seulement économique, elles sont culturelles et symboliques. Le sens. Et c'est le titre du film. Il y a le mot sens. C'est exactement ça. Ah là, la chanson, elle est géniale là-dessus. La famille, ce sont des valeurs. Et d'ailleurs, l'argent qui n'a pas de valeur, c'est un argent, c'est nous, on dit en sociologie, l'argent, c'est pas vrai que l'argent, il n'a pas d'odeur. C'est pas vrai du tout. Moi, j'ai des collègues qui ont travaillé là-dessus. L'argent, il a une odeur. Et si c'est l'argent de mon père qui m'a donné ça parce qu'il veut m'acheter et qu'il m'aime pas, et il pense que je vais l'aimer parce qu'il me donne 15 000 €, eh ben moi, j'en veux pas. Voyez ? C'est pas simple, l'argent. C'est beaucoup plus compliqué que tout cela. Il est marqué, comme on dit en sociologie. L'argent, il est marqué. Donc, il a bien une odeur. Et donc, là, on voit dans les vignettes de tout à l'heure qu'effectivement, eh bien, ça se joue là. Et les inégalités, elles sont terribles. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes supports identitaires pour parvenir à donner du sens à ce qu'on est et à la vie qu'on a donnée. Parce que le sens de la vie, il n'est pas dans la vie elle-même. Le sens de la vie d'un être humain, il est dans ce que les autres vont nous apporter, dans la transmission de valeurs, d'idéaux, de normes, de façons d'être. Mais jusqu'à preuve du contraire, un être humain, lorsqu'il vient au monde, il n'a pas de sens en lui. C'est toute la complexité du truc. Et il va falloir lui donner un sens. Voilà. J'ai été loin, mais votre question, c'est vous qui l'avez posée. Je vous propose, oui, Armel, merci Armel, t'es super. On passe au 3, difficulté des parents dans les Vosges, et c'est là, tout à l'heure je vous disais, on avance, et c'est là que le niveau de granularité, vous voyez, il est plus fin, hein, vous avez bien compris, et on va voir plus de choses. Alors, donc difficulté et solution des parents dans les Vosges. Nous en sociologie, on parle d'ambivalence. Bon, voilà, vous prenez le mot ou pas, on parle d'ambivalence, mais ça rappelle, et on va simplement faire comme cela. Sentiment d'être dépassé, j'y reviens pas, parce que votre question, madame, a permis d'évoquer cela, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a un fait fondamental. Tout à l'heure, on a vu que la socialisation familiale était très importante, notamment dans un département comme les Vosges, c'est-à-dire la présence de la famille proche, et on va dire de ceux qui sont dans ma famille, plus ou moins élargie, mais ça ne va pas souvent très loin. On voit bien que c'est le partenaire, et en gros les parents ou les frères et sœurs. Mais lorsque cette socialisation familiale n'est pas présente, j'y reviens pas, on voit que c'est compliqué. Mais il y a un fait qui apparaît très nettement dans le questionnaire, au fur et à mesure des questions, c'est que cette socialisation familiale, elle ne répond pas, cher Armel et toutes et tous, à tous les défis. Les proches, ils répondent pas à tous les défis, parce que ça rejoint votre question, monsieur. Bien sûr que la famille, elle a évolué, parce qu'il y a des écrans, parce qu'il y a le numérique, etc. Et que l'un des sentiments d'être dépassé. Le numérique change la donne sur quoi ? C'est que le numérique peut me déposséder de l'éducation que je donnais à mes enfants. Le numérique peut me montrer finalement que mes propres enfants, c'est pas moi qui décide véritablement de leur vie. Et parfois, je me sens même moins important que des vidéos qu'ils vont voir. Et ça, quand on est parent, c'est chaud, hein. C'est chaud, ça. Hein. Et donc, le numérique a changé la donne. Je me permets, hein, parce que moi, je suis comme avant tout un chercheur, je sors d'un entretien collectif. On avait 12 jeunes avec nous. Dans le département, qui est dans la région Grand Est, et sur ce quartier, il y a une cité éducative. Ces enfants, on leur a donné des ordinateurs. Et les gosses, c'est passionnant, hein, on fait un focus group, et puis on s'aperçoit... Puis on les fait parler, hein, et pas par souci de curiosité, pour comprendre. Et la moitié, avec leur ordinateur, le soir, ils sont seuls. Dans leur chambre. Seuls. Et puis on fait des relances, et on s'aperçoit qu'ils sont seuls, et puis 9h, hein, 21h, 22h, 22h30. Et moi,
On me dit, mais Monsieur Marchal, vous en pensez quoi? On donne des ordinateurs, mais si on les donne comme ça, quel accompagnement? Donc on pose toutes ces questions. Mais c'est terrible ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un ordinateur donné par l'institution scolaire peut parfois amener un enfant à une relative déscolarisation. Vous vous rendez compte le truc? Moi je vous dis ça, je ne l'avais pas vu avant. Hein. Il faut faire des entretiens, il faut comprendre. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'après on a des mamans. Des mamans, pas des mères, des mamans, elles viennent, elles sont investies. Et il y a une maman qui est dans... elles sont 4 mamans. Et puis moi j'anime l'entretien collectif, Armel on en a fait ensemble. Et je dis à une maman, et alors, votre enfant, votre fille, là, quand elle a 10 ans, avec son ordinateur, elle est où? Oh, bah, elle est à côté de moi, je sais tout ce qu'elle fait. Puis je lui dis, donc vous regardez son ordinateur? Oh, bah non, jamais. Ah, bah non, bah non, moi jamais. Je lui dis, donc vous regardez jamais son écran? Bah non, c'est sa vie. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que sa gamine, elle a 1 mètre d'elle, qu'elle est en train de faire ses devoirs. On le sait bien. Moi, je me rappelle avoir eu des parents où les enfants, des fois, ils sont partis en vrille sur le numérique. Il n'y a pas que le monde qui part en vrille. Et les parents disaient, mais c'est pas possible, on était toujours là. Et en fait, c'est ça le numérique. C'est parce qu'il y a une proximité spatiale, qu'il y a une proximité sociale. Il peut être sur le darknet, je sais pas quoi, sur des trucs qu'on maîtrise pas. Et ça peut être des fois, au début, ça commence des vidéos, c'est 5 secondes, 10 secondes, puis après 15 secondes, après 30 secondes, puis après 1 minute, puis après, etc. Donc il y a tout ça qui peut se passer. Et c'est ça le sentiment d'être dépassé. Le sentiment d'être dépassé, les problèmes financiers, je n'y reviens pas, on les a vus. La conciliation des différents rôles, c'est une problématique qu'on connaît bien. Je sais que l'UDAF met en œuvre des actions là-dessus, comme sur le numérique, effectivement, et effectivement. C'est bien là aussi qu'il faut aller. Et puis la gestion des écrans. Et on voit que finalement, là, à ce niveau-là, écoutez bien les chiffres. Voilà, je vous donne quelques chiffres. Je ne vous en ai pas donné beaucoup parce que c'est pas évident à l'oral. 73% des parents vosgiens se remettent souvent en question concernant la parentalité. Vous retrouvez les écrans, etc. Et vous vous rappelez le début là? 94%, la famille c'est le bonheur. Moi, je suis parent, je m'éclate, c'est le kiff de ma vie. À la fin du questionnaire, 1/4 d'heure après, à peine, je dis que très souvent, et beaucoup de parents disent qu'ils ont des doutes, parce que, écoutez bien, l'autre pourcentage, 65% des parents, c'est 66 au niveau national, dans les Vosges c'est à peu près égal au reste de la France, déclarent se sentir dépassés. 65% des parents vosgiens déclarent se sentir dépassés par les responsabilités parentales. Alors moi je suis sociologue. Ma chère Armel, tu m'envoies le questionnaire, je commence à analyser les 2 premiers volets. Et le 3e volet, je me dis mais je bug ou quoi? J'ai raté quelque chose. Mais j'ai pas compris. C'est pas possible que ces chiffres-là ne résonnent aussi peu avec les premiers chiffres. D'où vos questions au début. D'où les questions du début, me semble-t-il. Et donc, on voit effectivement qu'il y a différentes problématiques qui se posent et qu'il y a des moments de doute, de négociation avec soi, c'est-à-dire de discussion avec soi, d'interrogation personnelle. Et si vous vous rappelez, mais je sais que pour un grand nombre d'entre vous, ça fait sens, que vous connaissez parfaitement tout cela. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, la famille est synonyme de, aujourd'hui quand même, de quoi? D'épanouissement de ce que je suis. Moi, je parle de sacre de la personnalité. Ce qui est sacré, c'est ma personnalité. Pas que ça, mais quand même, dans une large mesure. Et donc, j'entends quand même faire en sorte que ce qui est le plus important pour moi, effectivement, se réalise. Et on voit qu'il y a des moments, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que, effectivement, il y a des problèmes de conciliation de rôle, ce qui renvoie à des politiques publiques. Certains d'entre vous, vous le savez bien. Mais rappelez-vous tout à l'heure. C'est-à-dire, même quand on met un enfant au monde, qu'on se sent être une maman épanouie. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche. 25 ans que je réfléchis à travers l'ensemble de mes travaux sur les modes d'habiter, la vie en pavillon, etc., sur l'identité, comment on se construit. J'ai rencontré très peu de femmes qui se contentent d'être définies uniquement comme une maman. J'en ai rencontré dans mes recherches. Assez peu. Assez peu. À un moment donné, on ne peut pas être qu'une maman. Je suis autre chose. Vous savez,
Bah, moi, je sais cuisiner. Oh, moi, j'adore les Pink Floyd, mais je ne l'ai dit à personne. Oui, je suis une mélomane. Il y a d'autres identités. Et donc, c'est ça, la conciliation des rôles. Et du coup, ça pose des questions. J'arrêterai là, puis on discutera. Avec, je me permets, Armel, il y a quelques années, on a réfléchi ensemble, et tu me dis comment on invite, comment on s'adresse aux parents. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et en fait, on invite... Ah oui, mais moi ça m'a marqué ce qu'on fait ensemble, moi je me rappelle très bien. Et en fait, on invite des parents à des actions sur la parentalité, pas vraiment quand ce sont de super parents. Si on les invite en tant que parents pour des actions sur la parentalité, c'est que quand même ils ont des problèmes, que leurs enfants ils sont peut-être pas les premiers de la classe, etc. Et les parents, ils viennent pas parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être des parents. Tout le monde leur rappelle que c'est pas vraiment des bons parents. Tout le monde leur rappelle que les gamins, c'est pas le premier de la classe, qu'il a fait une connerie, qu'il a eu des heures de colle, etc. Mais ils en ont ras-le-bol, donc ça leur parle pas. Ils en ont marre d'être des parents, ils veulent être autre chose que des parents. Cette identité sociale, elle est insupportable. On le voit à la fin, on le voit dans le questionnaire, il y a ça qui transpire. Et donc, qu'est-ce qu'ils crient certains, on nous l'a vu qualitativement, ça fait écho au questionnaire à la fin. Je ne suis pas qu'un parent, arrête de me dire que je suis qu'un parent qui connaît des difficultés, je suis autre chose et écoute-moi. D'où la notion de parole. La notion de parole de parents, c'est-à-dire de parole et de personne, beaucoup plus que de parents. Je terminerai là-dessus, la parole, c'est pas la langue. Ici, on parle toutes et tous le français. Mais aucun d'entre nous ne parle le français exactement de la même façon qu'un autre. Donc on a tous une mise en forme singulière dans notre rapport au monde et à la famille et à moi, etc. Donc j'ai mes mots à moi. J'ai ma façon de m'exprimer. Quand vous posez vos questions, vous avez vos façons de vous exprimer. Moi, j'ai ma façon de m'exprimer. C'est ça la parole. La parole, c'est une mise en forme singulière du monde à travers une appropriation de la langue. Et je suis un être singulier, un être de parole. Et les parents, c'est ce qu'ils crient des fois. Et ça renvoie à votre question au niveau de la maternité. Dire, mais moi, je veux être écouté dans tout ce que je suis, dans toute mon épaisseur. Et je ne peux pas être que ça. Je suis autre chose, mais personne ne m'écoute, vous comprenez. Des fois, ça crie dans les entretiens, etc. Ça crie il n'y a pas longtemps, d'autres données le montraient. Et on a ça. On a ça dans ces dernières slides. Vous voyez les ambivalences, tout ça pour vous dire. Et le questionnaire, il montre les ambivalences profondes qui nous animent, qui nous habitent, qu'il y a en nous, vous et moi, toutes et tous ici, toutes et tous. Les ambivalences, j'ai des idéaux, j'ai des inspirations, des aspirations, j'ai des schémas de sens, des valeurs. Et en même temps, on le voit bien avec la socialisation familiale, je suis très fier de tout ça, mais on voit qu'il y a des situations que je vis qui débordent ce que je sais. Oh, j'ai pas la réponse. Et là, ça devient compliqué. Et je terminerai là-dessus, c'est que quand la socialisation familiale se montre, ou se montre limitée, c'est-à-dire n'apporte pas toutes les réponses, c'est là que les institutions, on va dire la puissance publique au sens large, effectivement doit prendre le relais. Et en aucun cas, la socialisation familiale ne va apporter des réponses à tout. C'est pas possible. Parce que la société évolue, parce qu'il y a de nouveaux défis, parce que bientôt on aura l'intelligence artificielle chez nous, je ne sais pas encore sous quelle forme, etc. Mais moi je réfléchis à ça avec un ingénieur. Mais quand même, on va avoir, et je terminerai là-dessus, Armel, mais on va avoir chez nous quand même, dans nos logements, alors vous appelez ça n'importe comment, des bornes, des éléments numériques, etc., qui vont savoir beaucoup de choses sur nous, et comme ils savent beaucoup de choses sur nous, ils vont nous parler, et ils vont dire plein de choses agréables sur nous. Autrement dit, il y a des données qui vont nous parler à partir de données qui ont déjà été construites sur notre intimité, et ça va être un cercle, comme ça, comme ça, comme ça. Donc l'intelligence artificielle, elle va nous brosser dans le sens du poil parfois. Elle va venir aussi dans nos travers, elle va venir dans tout ça, mais elle va nous conforter des fois dans nos préjugés, etc. Donc tout ça, je sais pas, moi je suis pas devin, mais donc il y a un immense chantier. Et là, la socialisation familiale, c'est le sentiment d'être dépassé. Oh, mais papa, maman, ils sont super, mais ils vivent pas à la même époque que nous. Oh, moi j'adore mes parents, mais là ils me disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, parce qu'ils connaissent pas. Tout simplement. Et là, je termine là-dessus parce qu'il y a une vraie leçon dans ce département des Vosges. C'est que dans les Vosges, plus qu'ailleurs, je boucle la boucle, la socialisation familiale, elle est fondamentale.
plus qu'ailleurs, bien plus que dans d'autres départements en France. Mais le problème, c'est que cette socialisation familiale, elle peut se montrer limitée, elle peut m'enfermer, et à un moment donné, elle peut générer en moi un sentiment de ne plus avoir les bonnes réponses, alors que je pense que les bonnes réponses, elles sont là. Donc on va sur les réseaux sociaux dans les Vosges, mais moins qu'ailleurs. On va, etc. Et les actions de parentalité, eh bien comme on pense que c'est la socialisation familiale qui est importante, et ça renvoie certainement à ce qu'on pourrait nommer la ruralité au sens large, eh bien du coup, je vais moins voir des institutions. Parce que je pense que c'est ça qui est important. La première vignette, les 2 premières, ça va ? Et vous voyez, donc toute la boucle est bouclée. Mais du coup, ça montre ce qu'on peut faire, hein, mais c'est pas simple. Mais aussi, là, peut-être, il faudra apporter des réponses plus tard, parce que cette socialisation familiale sera forcément limitée. Voilà, on va... 3e volet, on a pris du retard, hein, peut-être. Voilà, la présidente dit que c'est pas grave, alors c'est pas grave. Mais simplement, moi j'arrête là et on va encore papoter un peu. Voilà, si vous avez des questions, quelques remarques. Mais Armelle, tu me dis aussi au niveau du temps. Mais toi, le questionnaire, c'est pas rien la famille quand même, hein, être parent aujourd'hui. Comment on explique cette différence entre le département des Vosges et comment on explique cette différence entre le département des Vosges et les autres départements français, parmi lesquels il y a quand même des départements très ruraux? Oui, je suis allé un peu vite, hein, mais bien évidemment qu'il faudrait comparer les Vosges à d'autres départements ruraux. On aurait certainement les mêmes tendances, mais quand même, on voit... Il y a quelque chose que je ne sais pas. C'est pas évident hein, de travailler. C'est difficile l'exercice que tu m'as demandé, parce que travailler sur un questionnaire qu'on n'a pas produit, c'est difficile. Ce que je ne sais pas, je vais être un tout petit peu technique, ça va durer 10 secondes. Et puis si, voilà. Mais je ne sais pas, quand on compare les Vosges et le reste de la France, je ne sais pas si les Vosges sont compris dans le reste de la France ou pas. Et je ne sais pas, si on faisait urbain-rural, je ne sais pas si quand on compare certains départements ruraux au reste de la France, et ces départements ruraux, ils sont dans le reste de la France ou pas. S'ils ne sont pas le reste dans la France, on dit en statistique qu'on construit des artefacts, des écarts artificiels. Bon, j'arrête là la technique, hein. Mais ça je ne sais pas. Mais c'est pas grave, on ne peut pas tout savoir, mais simplement. Donc, c'est super hein, la question, parce que certainement qu'il faudrait faire une comparaison, c'était pas l'objet, et puis là ça demanderait plus de temps, mais une comparaison entre, imaginons, une dizaine de départements à dominante très rurale. Je sais pas, on aurait la Haute-Marne, les Vosges, la Creuse, la Côte d'Or, enfin certains départements que je connais bien pour le coup. Et là, on verrait certainement des mêmes logiques. Dans les départements ruraux, quand on habite, je sais pas, tiens, à Darney, par exemple, parfois, mais voilà, ou du côté de Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne, ou bref, eh bien, l'État, il peut paraître loin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aide, parce qu'on sait objectivement que, par exemple, dans le département des Vosges, il y a de multiples dispositifs pour des aides parentales. Par contre, il y a un sentiment comme quoi l'État peut être loin. Et du coup, cet État qui est loin, cet État qui ne me parle pas, que des fois je nomme le il, vous savez, oh ils ont voulu faire ça, oh ils ont refait la route, oh ils ont supprimé l'école, oh c'est con, hein, ça veut dire ça des fois. Hein. Et bien, l'État il est loin. Donc du coup, ce qui fait sens pour moi, effectivement, c'est tout mon univers familial proche, on va dire. Hein. Et ça on voit bien en ruralité qu'il y a des relations de proximité fortes, etc. Parce qu'on voit aussi des fois plus souvent ses parents, etc. Quand il n'y a pas eu de mobilité. Donc il faudrait regarder tout cela de plus près. Mais certainement, parce que là, ça nous amènerait trop loin, mais il faudrait certainement... faire un petit portrait de logique rurale, de ce que c'est la ruralité, et de spécificité qu'on pourrait dire rurale. Et on pourrait expliquer effectivement pourquoi, dans les Vosges et dans d'autres départements, il y a des logiques similaires. Et que, ce que j'ai appelé, j'espère que ça vous parle, la socialisation familiale, le support familial est le support le plus important pour mon rôle de parent. Ce qui n'est pas simple pour les institutions. Hein. C'est pas simple, de fait, pour les institutions. Mais c'est pas dire qu'il n'existe rien. Il y a un écart. Ce que montre le questionnaire, Armelle, hein, il y a un écart entre la réalité objective, des aides, tout ce qui est mis en place par de multiples, on va dire, institutions au sens large, et les sentiments. Et je dirais même les ressentiments. Il y a un écart. Et ça, des fois, c'est pas juste pour la puissance publique. C'est pas juste parce qu'on sait qu'objectivement, moi on me dit des fois, mais monsieur Marchal, vous vous rendez compte, on a mis tout ça en œuvre sur le territoire, on est meilleur qu'ailleurs, et les gens ils nous disent merde. Et ils votent pas pour nous des fois, on dit, hein. Mais c'est vrai,
Et c'est dur. Il faut quand même le dire, c'est dur à encaisser. Parce qu'en fait, c'est le sentiment. Il y a un sentiment qui se forme et qui devient un ressentiment. Et j'ai l'impression que la puissance publique, elle est trop loin pour faire sens pour moi. Et il y a des aides, mais si elles ne font pas sens, finalement, ces aides-là, elles sont là, mais pas vraiment là. Elles deviennent secondaires par rapport à d'autres choses. Et là, c'est pas évident. Hein. Et c'est ce qui se passe. On voit bien, dans les Vosges, il y a ça. Hein. Alors là, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Eh bien alors, on terminera là-dessus si vous voulez bien. Hein. Ouais. Je pensais pas qu'on irait aussi loin cet après-midi. Non, mais ça renvoie effectivement à ce qu'on a vu l'autre fois aussi ensemble, parce que ça rejoint des problématiques territoriales, hein, au passage. Moi, je suis pas un magicien, mais ce dont je suis convaincu aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai parlé de parole des parents. Dire qu'à un moment donné... Alors j'espère que... Si vous me dites, hein, voilà. Mais gentiment, hein, d'accord. Et à un moment donné, Armel, ces mots viennent de toi. Quand on fait pour moi mais sans moi, j'ai l'impression qu'on fait contre moi. C'est super, hein, je sais pas où tu as été pêché, ça, hein, c'est génial. Hein. C'est pas de toi. Hein. Mais c'est génial, je vais le dire autrement avec mes mots. Hein, mais quand on fait pour moi mais sans... Merci, oui. C'est ça. Pour moi, mais sans moi, j'ai l'impression que c'est contre moi. Moi, je vais le faire autrement. Je vais le dire autrement. Et bon, comme vous êtes assise, hein, vous ne tomberez pas plus bas. Mais parfois, on récite l'autre à sa place. On récite l'autre à sa place. Et on décide quelles identités font sens. Je vais faire écho, hein, mais c'est pour marquer les esprits hein, que je vais dire ça. Hein. Tout à l'heure, la question sur la maternité qui était très forte. On va décider que cette femme doit devenir une maman. Mais il faut simplement lui demander ce qu'elle est en train de vivre. Il n'y a rien décidé du tout. Et si vous décidez pour l'autre, il vous déteste. Donc à un moment donné, et c'est compliqué comme sujet, mais il faut bien comprendre ce qui fait sens pour les mamans, pour pouvoir leur parler, et que ça résonne en elles. Parce que sinon, il y a des politiques publiques qui ont des effets pervers. Ils ont mis des sous sur la table, ils ont fait ça, mais ils nous ont jamais demandé notre avis, c'est con. Là, on entend ça, moi, quand je suis sociologue, je fais de l'évaluation. Moi, je fais plein d'évaluations de politique publique en ce moment. Hein. Et c'est ça qu'on entend. Et vous n'y êtes... voilà, hein, moi, je vous dis ça crûment, là, hein, mais c'est bien ça, les propos. Et donc, ça génère de la colère, du ressentiment. Et le ressentiment, c'est pas drôle, hein, parce que des fois, c'est pas seulement de la colère, c'est de la haine. Et dans notre pays, il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, je peux le dire. Vu mon âge et 25 ans de recherche, je peux le dire. Parce qu'en fait, ça me fait peur. Ce qui cloche, c'est précisément le ressentiment. Comment se fait-il que dans un pays comme la France, rien qu'au niveau de la famille, hein, il y ait tant d'actions mises en œuvre, tant de gens qui bossent, hein. Puis ça bosse, hein. Je téléphone à 10h du soir, tu me réponds. Tu bosses, hein. Et t'es pas la seule, ça bosse. Hein. Et pourtant, il y a plein de ressentiments et de mécontentements. Plein de choses qui sont mises en œuvre. Et c'est pas évident, mais certainement qu'à un moment donné, il va falloir accéder à la parole, à cette famille qu'on vit, qu'on ressent, aux attentes de l'individu, mais à des attentes sur lesquelles on ne met pas facilement des mots. Il y a des sentiments, des choses qui sont intérieures en moi, et on attend aujourd'hui, de plus en plus me semble-t-il, je ne dis pas que c'est facile, que les politiques publiques s'adressent à moi aussi en tant qu'être, émotionnel, affectif, etc. Pour que ça résonne, que ça fasse sens. Moi, je n'ai pas d'autres réponses, mais ça me semble fondamental. Et simplement, je répondrai là-dessus, je fais un tout petit détour, mais je sors d'une évaluation sensible d'un territoire. Je ne savais pas, il y a 6 mois, qu'une évaluation sensible existait. Une évaluation sensible, on a des données sensibles. Vous oubliez les tableaux Excel, on s'en fout. Il y a eu des artistes qui ont fait plein d'activités avec les habitants, quel que soit leur âge. J'ai eu plein de données. Le rôle du sociologue, c'est de donner du sens aux données. Vous verrez un petit peu ce que les gens ont dit aux artistes. Même un sociologue comme moi qui incarne l'institution, il passe à côté des fois. Vous voyez, ça va ? Vous voyez un petit peu ? On passe à côté de ce qu'ils vivent. Je me dis, c'est pas possible. Et alors là, le doute. Vous voyez, moi aussi, je doute. Hein. Je fais pas ma thérapie, hein, tout va bien là, mais je doute. Hein. Parce que je me suis dit, mais Hervé, t'es sociologue, t'es universitaire, professeur, machin, et tu passes à côté, toi. Tu comprends rien, en fait.
Il faut qu'on fasse une évaluation sensible. Le mec, il a 25 ans de recherche, 25 ans de recherche, je suis sûr de moi, rien du tout. On n'a pas accès à ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est comme ça, à mon avis, Et on voit bien, ce qu'on voit bien qu'au niveau des institutions, l'évaluation sensible, c'est bien une institution qui l'a inventée, avec des élus derrière, des acteurs politiques qui ont une idée géniale. Donc, et on voit que c'est en train de glisser. On a besoin de qualitatif, plus que de quantitatif. Si je vous ai vu, je vous donne la parole, si je le dis de manière cash, il faut qu'on sorte de la crise d'excellite aiguë. La vie, c'est pas un tableau Excel. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours. Non mais on me dit, Monsieur Marchal, faut plus penser en silo, faut décloisonner. Monsieur Marchal, faut qu'on pense tout ça en cercle. La personne qui me dit ça, sympathique, tableau Excel, des colonnes. Et je lui dis, mais l'outil que vous me proposez, c'est précisément une pensée en silo. Il n'y a aucun flux, il n'y a rien. Vous me proposez ça, je dis, mais qu'est-ce que je fasse avec ça, moi? Et on est en visio, je connaissais quasiment pas. Puis il me dit, ah bah oui, mais ça va pas. Je dis, bah non, ça va pas. Vous voyez, le tableau Excel, c'est une pensée en silo. Je suis désolé, alors moi, j'ai rien contre Excel, je m'en fous. Mais il faut une évaluation sensible, c'est autre chose. Et on avait réfléchi sur d'autres points là-dessus. Je vous en prie, on va terminer là-dessus. Merci. Oui. J'ai l'âme paysanne, donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du poids de la famille aussi, du poids de la famille, et donc surtout en milieu rural, je pense que on est quand même des fois génération après génération qu'un relais qu'on se passe, et que le poids de la famille peut des fois être bien, mais très mauvais, quoi. Voilà. Tu portes un nom. Voilà, fais honneur au nom que tu portes, au poids de la famille, quoi. Et ça, c'est aussi une autre facette de la famille qu'on n'a pas abordée. Tout à l'heure, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai dit rapidement, parce qu'on a vu beaucoup de choses là, que la socialisation familiale pouvait enfermer. On y est, ça ouvre exactement cette problématique-là. Vous savez, il y a une évolution. Pour vous répondre, je vais faire un petit détour. Il y a une évolution très forte. Aujourd'hui, par exemple, on va écrire l'histoire de sa famille. C'est plus la famille qui me fait, c'est moi qui veux être l'auteur de ma famille. Oui, papa, tu m'as dit ça, mais papy, il en pense quoi, lui Parce que toi, tu me dis ça, mais papy, moi, je vais aller voir papy. Puis il y a le grand-oncle là-bas, lui, il en pense quoi? Oui, et ça, c'est justement le poids de la famille, je le veux moins. Et c'est pas l'histoire qu'on me donne que j'accepte toute faite. Non. Moi, je vais aussi, écrire, être l'auteur de ma famille. Ça aussi, il y a quelques travaux qui ont bien compris ça. Et donc, c'est bien ce poids de la famille, justement, on n'en veut pas. Et parfois, effectivement, c'est simplement, il n'y a pas de morale, bien, mal, je dis rien là. Parfois, effectivement, il y a un poids de la famille, et il y a une socialisation familiale qui peut enfermer, et qui peut empêcher d'apporter des fois des réponses à ses enfants, parce qu'on pense que finalement il n'existe pas de vérité en dehors de cette socialisation familiale. Je ne me tourne pas vers des institutions que je trouve loin et qui ne me parlent pas, qui ne résonnent pas, mais du coup j'ai pas les réponses. Donc je suis avec ma famille, et nous là, des fois dans les entretiens, mais j'ai aussi des doutes, des angoisses, mais je les dis pas. Et du coup je vais parfois, et des fois ça va marcher, c'est très compliqué tout ça, mais je vais limiter le schéma éducatif de mes enfants à un schéma familial. Si l'enfant accepte pour une raison ou une autre, là, il faut observer, c'est très compliqué, il faut faire des recherches pour comprendre tout ça, ça marche, et parfois ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et l'enfant diverge du schéma familial, du poids de la famille, ne se contente pas d'une identité familiale transmise, ou d'autre chose, et là ça devient très compliqué. Sentiment de trahison chez les parents, des fois chez les grands-parents, de trahison, parce que c'est émotionnel la famille. C'est émotionnel, donc c'est fort la famille. Et donc là, ça devient très compliqué. Oui. Bien sûr, complètement. Moi bien sûr que ça appelle au suicide, parce que, allez, on boucle la boucle. Vous vous rappelez au début là, l'idéal de la famille. La famille, elle est affective et émotionnelle. Et ça peut être un ultime refuge. Et si je n'ai plus de place,
de place. Même des fois, je peux avoir une place spatiale, une chambre, mais je n'ai plus de place symbolique. Mais des fois, c'est même pas le cas. Moi, j'ai connu un gamin, c'était même pas le cas. Les parents, ils avaient mis des cartons dans la chambre, etc. Et il était à peine majeur. Hein. Et donc là, je suis en trop là où je suis censé être le plus accueilli au monde. Au monde. C'est là que je suis censé, vous le savez bien, hein, avoir une place. Et nous, on l'a dans les entretiens, ça. Oui, on l'a dans les entretiens. Donc voilà, je vous propose, parce qu'on me fait des signes de partout, d'arrêter là. Merci infiniment de votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Hervé, merci. Bon, on avait dit 16h parce qu'il y a des petits rafraîchissements en bas pour ceux qui veulent. Et puis concernant l'étude en elle-même, elle sera visible sur notre site internet semaine prochaine ou début semaine d'après. Vous pourrez donc la télécharger. Donc vous aurez toutes les données et les pourcentages qu'Hervé a interprétés. Et puis sinon, la conférence de cet après-midi est captée. Donc c'est la société C'est Infini qui capte et qui va faire le montage. Et la vidéo sera aussi visible sur le site UDAF 88. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Et merci Hervé.